Mon invité d'aujourd'hui pratique pas mal de SIA. Non, je ne me suis pas trompé, je parle bien de SIA et pas de SEO. Cette méthode lui permet d'avoir pas mal de clients français, mais aussi anglo-saxons. Et c'est entre autres ce dont on va parler, mais pas que, et je vous expliquerai dans ce podcast pourquoi. Donc du coup, c'est ce dont on va parler en partie dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage, Loan Nguyen. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Loan Nguyen. Alors Loan, je le connais depuis maintenant 2 ans, vraiment, puisque depuis 2 ans, il fait partie de ma formation Le Grand Saut. Il a pris une place assez importante dans la formation parce qu'il est devenu l'expert SIA de tous mes élèves. Et oui, mais ça, on va en parler dans ce podcast, mais pas trop, puisqu'on en reparlera dans un autre podcast, et ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Non, je vais vous expliquer maintenant. En fait, on fera un podcast spécial sur le SIA, et si vous ne savez pas ce que c'est, le SIA, c'est le Search Engine Advertising, et oui, je parle bien en anglais. En gros, c'est utiliser Google Ads, donc la publicité payante sur les réseaux sociaux aussi, mais sur Google. Pour en revenir au sujet de ce podcast, Loan fait partie de celles et ceux qui, peut-être comme vous, peut-être bientôt comme vous, ont choisi de quitter leur emploi, de quitter leur job pour se lancer dans la photo de mariage. Et pour ça, il a fait appel à moi et à la formation Le Grand Saut. Et ça, on en parlera un petit peu dans ce podcast, donc entre autres, puisque avec tout ça, on va parler de pourquoi et comment il est devenu la nounou des mariés, comme il aime bien s'appeler. Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire de la photo de mariage alors qu'il travaillait en tant qu'ingénieur dans l'automobile et pas dans n'importe quelle automobile. On va aussi parler technique et notamment comment il fait ses photos de soirée et comment c'est devenu son moment favori du mariage, alors que pour la plupart des photographes, c'est le moment qu'on n'aime pas parce qu'on n'y arrive pas. Et bien sûr, on parlera de sa stratégie de communication entre SIA et concours. Et avant de poser à Loan la question habituelle qui fait trembler tous mes invités, un petit appel à l'action, vous le savez, depuis cet été, j'ai lancé le mail du guide du photographe de mariage. 2 à 3 fois par semaine, vous recevez directement dans votre boîte mail un message de ma part, mais un message qui va vous apprendre des choses, que ce soit des anecdotes, que ce soit des choses à apprendre sur comment shooter un mariage, sur comment vendre un mariage, voilà, des petites réflexions, des petits coups de gueule, des consultations aussi également, tout simplement parce que chacune de vos expériences est importante et ça me permet d'être le plus exhaustif possible sur le GPM. Pour vous inscrire et pour recevoir ces mails qui vont vous être très utiles directement dans votre boîte mail, vous avez le lien dans la description, vous allez sinon directement sur le guide du photographe de mariage.fr/le mail et puis vous recevrez dès le prochain envoi, vous recevrez le mail. Allez, maintenant c'est parti, je vais poser à Loan la question qui fait stresser. Bon, je commence toujours par la question qui fait peur. Loan, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît ? Ouais, alors ça va être très rapide, ça va faire un étage. Donc je suis photographe de mariage et nounou des mariés. Voilà, bon, je peux développer si tu veux. Ouais. Tu peux en dire un petit peu plus quand même ? Alors nounou des mariés, c'est venu d'un marié d'il y a 2 ans. Que j'ai vu tout stressé juste avant la cérémonie. Il était dans son petit coin devant l'église, tout seul. Je suis allé le voir, je sais même plus ce que je lui ai dit, mais j'ai réussi à le remettre dedans, à le déstresser. Et le soir, avant de partir, on discute un peu. Et il me dit tu m'as sauvé la vie à ce moment-là, t'es vraiment une nounou pour les mariés. Et il y a 2 ans, j'étais un peu en recherche de la phrase choc à mettre sur mon site, de la fameuse promesse. Et quand il m'a dit ça, ça a fait tilt et j'ai dit putain, c'est trop bien en fait. et voilà. Et donc c'est venu de là. Et c'est vrai que quand je suis en mariage, même en rendez-vous de mariage avant de signer, ce que je dis souvent, c'est que au-delà de la partie photo, on est tous là pour faire des photos et faire des souvenirs. Mais je serais aussi là pour les mettre à l'aise, pour qu'ils passent une bonne journée. Parce que plus ils passent une bonne journée, plus ils en profitent, plus normalement ils sont naturellement beaux sur les photos. Donc voilà, ça vient de là. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années aussi, d'être assez proche de mes mariés. Et c'est marrant ce que tu dis sur le côté ton marié t'a dit ça. Parce que c'est vraiment quelque chose là, qui m'est arrivé la semaine dernière. On est parti en day after avec mes mariés, alors qu'on était en Martinique, et d'une longue marche.
très longue marche. Pour ceux qui connaissent la longue marche de Lance Couleuvre, on a un peu parlé avec, parce qu'il y avait plusieurs personnes, on n'était pas que les mariés et moi. Et il m'a aussi, on a commencé à parler de tout ça, et puis il m'a dit un truc que j'ai pas encore bien intégré dans ma tête, donc je vais pas le dire ici, mais j'attends de bien l'intégrer. Mais il m'a dit un truc, oh putain, mais ouais, en fait, parce que j'étais en train d'essayer de chercher une évolution de ma promesse, qui était photographe de mariage et déstresseur de mariés. Je suis en train de la faire évoluer. Il m'a dit un truc, je fais, mais putain, mais c'est tellement pas con. Ouais, parfois. Mais cette promesse-là, alors elle marche, hein, vu qu'on me fait souvent la remarque. J'ai juste peur alors l'objectif c'est qu'elle fasse un tri forcément. J'ai juste peur qu'elle trie un peu trop, parce qu'il y a quand même une notion un peu très très proche. Alors je suis pas tout le temps sur leur dos, hein, évidemment. Voilà, j'ai juste peur de ça. Donc j'ai prévu de refaire une petite passe sur mon site, enfin de refaire carrément mon site cet hiver, parce qu'il me plaît pas à 100%. Et faut que je réfléchisse encore là-dessus. Tu l'as depuis combien de temps, ton site? Tel qu'il est, 2 ans à peu près. Alors il a évolué un peu quand même, mais on va dire que cette trame-là, ouais, ça fait 2 ans à peu près. Ok, on va revenir dessus, mais par rapport à ce que tu dis, je veux rebondir sur ta peur que ce soit trop proche, que ce côté nounou des mariés soit trop proche. Dans le sens où ça, je me dis peut-être, je sais pas, peut-être que ça peut faire peur à certains et certaines. Peut-être qu'ils vont se dire il va tout le temps être sur notre dos, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment dans le sens où quand je sens qu'ils ont besoin d'être assurés, je vais les voir. Mais évidemment, je vais pas aller leur parler toutes les 10 minutes non plus. Donc c'est juste dans ce sens-là où je me dis peut-être que ça peut faire peur à certains. C'est là où en fait ça me fait réfléchir entre, tu vois, ton approche et mon approche, sur le côté, on en discutait juste avant d'enregistrer. Et tu sais combien t'as de mariages cette année? 26. Ce qui fait une bonne somme quand même de mariages. Et forcément, là où moi, tu vois, j'en ai fait 14 maximum dans une année. Et déjà, je trouvais que c'était trop pour moi, dans le sens, j'arrivais pas à m'investir assez avec mes mariés. Tu sais, à la fin, parce que comme j'aime bien dire, à la fin, c'était bon, je connais déjà la fin, hein, c'est bon, ils vont se dire oui, et puis basta. Le truc, c'est que moi, je vais être proche de mes mariés, mais j'ai que 6 mariages par an. Et je peux me permettre d'être proche de mes mariés, d'avoir un gros investissement personnel et amical. Toi, comment tu fais pour développer ce côté proche de tes mariés sur 26 couples comme ça dans l'année? Alors déjà, le rendez-vous qui dure entre 2 et 3 heures, où très souvent, en général, on sent très très rapidement quand ça match. Juste sur les personnes, après la partie formule, budget et tout ça, c'est encore autre chose, mais on sent très rapidement quand ça match, et parfois il n'y a pas forcément besoin de se voir 10 fois avant le mariage ou de parler régulièrement, hein. En général, je les vois une fois 1 an ou 6 mois avant le mariage, et je les revois une autre fois, soit en séance, soit en rendez-vous de préparation. Et puis voilà, et après non, ça se fait naturellement aussi tout au fur et à mesure, notamment pendant les préparatifs, où on essaie c'est un temps un peu calme encore, donc on a le temps d'échanger quelques mots et de continuer à tisser les liens pendant ces moments-là. Après, il n'y a pas besoin non plus d'être leurs meilleurs amis du monde, évidemment. Et c'est sûr que sur les 26, il y en a avec qui je me suis senti plus ou moins proche, hein, c'est sûr. Mais globalement, pour l'instant, j'en suis à 20. Sur les 20, il y a toujours eu un certain feeling quand même. Donc toi, c'est plus le matin des préparatifs qui est, on va dire, très important pour caler en fait toute l'ambiance de la journée. Ouais. Pour moi, les préparatifs sont obligatoires. Je le fais toujours. Okay. Si un couple ne veut pas forcément être pris en photo en train de s'habiller ou quoi, il n'y a pas de souci. Je peux venir juste quand ils prennent le petit déj. Juste pour avoir des moments avec eux, avec leurs proches qui sont là. Parce que c'est aussi des préparatifs dans ce sens-là où ils s'habituent aussi à ma présence. Parce que les mariés, je les ai vus avant. Par contre, j'ai pas vu leurs parents, j'ai pas vu leurs témoins. Et comme c'est les personnes normalement les plus importantes pour eux,
la plupart du temps qui sont là c'est ces personnes-là qui sont là pendant les préparatifs. C'est aussi important pour eux, même si je vais pas discuter une demi-heure avec eux, mais juste qu'on se dise bonjour, qui me situe, qui s'habitue également à ma présence, à ma façon de bouger, à ma façon de shooter. Et comme ça les prépare à s'habituer à ma présence pour le reste de la journée. Et comment tu fais c'est quoi ta méthode pour te mettre enfin pour pas te mettre à l'aise toi, mais pour mettre à l'aise les... Alors pour mettre à l'aise moi, je sais pas. Alors moi je me fous à poil et puis c'est parti. Non, là, pour mettre à l'aise quand tu arrives sur les préparatifs comme ça, comment tu gères ton arrivée et ta première rencontre avec les gens? Je parle pas des mariés avec qui tu as déjà eu un échange, mais les autres personnes qui ne t'ont jamais vu. C'est une bonne question. Je sais, j'ai l'impression que ça vient naturellement. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis pas vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt quelqu'un de discret. Je suis pas le mec le plus avenant du monde quand je rencontre des nouvelles personnes. Par contre, en mariage, je pense que je souris beaucoup. Et après, je m'adapte aussi à l'ambiance. Si j'arrive et que c'est hyper festif, alors je vais pas non plus me mettre à faire la fête et tout, mais j'ai essayé un peu de me fondre dans l'ambiance. Si je sens que c'est calme, qu'il n'y a pas un bruit, bon, bah, c'est sûr que je vais attendre un peu. Je vais demander tout doucement, tiens, est-ce que ça va, tout ça, vous êtes la maman, voilà. Vu que j'ai ma feuille aussi avec les prénoms de chaque personne, donc histoire de briser la glace, je fais un peu l'appel où je dis tiens, toi tu dois être un tel ou un tel, et voilà, c'est histoire de briser la glace un peu de manière la plupart du temps douce, et après j'essaie de m'adapter à l'ambiance du moment. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir beaucoup de mal à t'intégrer ou à briser la glace, comme tu dis? Non, j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir. Peut-être que les mariés ont un autre ressenti, hein, mais de mon point de vue, non, j'ai pas l'impression. Tu dis que t'es pas comme ça dans la vie. Qu'est-ce qui d'après toi change d'arriver donc du coup sur le mariage et d'avoir cet autre Loan qui est du coup plus avenant? Je pense que c'est parce que je sais qu'il me faut ça pour arriver à faire certaines photos après. Je pourrais peut-être les faire sans ça, j'en sais rien, mais pour moi j'ai l'impression qu'il me faut absolument ce moment-là. Donc du coup, c'est pas que je me force, parce que ça me fait plaisir aussi de le faire. Je sais plus ce que je vais dire. Mais non, ça, je sais pas, ça vient naturellement, j'ai l'impression. Ça a été comme ça dès le début ou t'as pu tester ça au fil de tes premiers mariages? Non, parce que les tout premiers, alors, on parlait vraiment des tout premiers qui étaient. Alors c'est un peu différent. Les tout premiers, forcément, c'est des mariages de connaissances, donc c'était un peu différent. Typiquement, oui, le tout premier mariage que j'ai fait, que j'ai trouvé par moi-même, payé et tout ça, bah justement, j'avais pas fait les préparatifs. Et j'avais trouvé ça très très bizarre d'arriver direct à la cérémonie. Alors maintenant qu'on en parle, je sais pas, c'est peut-être inconsciemment depuis ce moment-là, mais ouais. Bah, la cérémonie, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, moi, je l'ai fait beaucoup quand j'ai commencé. Et en fait, les gens, ils sont déjà là pour les mariés. C'est-à-dire que t'as tout le monde et les mariés sont aucunement avec toi puisqu'ils sont aussi là pour leurs invités, alors que pendant les préparatifs, il y a encore ce moment où ils sont pas en marié. Déjà, ils sont pas en habit de marié. Oui. Et il y a moins de monde. Donc, on est quand même beaucoup... Enfin, il y a plus de chances qu'on discute avec eux que en arrivant sur la cérémonie où, en fait, le seul moment où on va pouvoir discuter avec eux, c'est limite les photos de couple. Après. Ouais. Et puis même en plus de ça, quand tu arrives sur une cérémonie, même par rapport aux invités, les quelques fois où j'ai pas fait les préparatifs, c'est direct la cérémonie, c'est très brutal. Et même nous, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est des préparatifs autant pour eux que pour moi, pour me préparer à me mettre vraiment dans l'ambiance du mariage, enfin dans me mettre en mode mariage d'un tel et un tel. Et du coup, on passe de 1 ou 2 heures de prépa. Ensuite, quand tu arrives sur le lieu de cérémonie, même si du coup tu arrives devant des gens que t'as pas vu avant, mais t'es dans l'état d'esprit mariage, quoi. Et puis il y a déjà les gens importants du mariage qui te connaissent. Ouais, c'est ça.
Bon, faut faire bonne impression, parce que si tu fais mauvaise impression... C'est sûr. Je viens de casser une jambe au beau-père et d'insulter la belle-mère. Donc, je suis un coup d'objectif, Ben. Elle a une grosse bosse maintenant, il va falloir l'enlever sur Photoshop. Pas le choix. C'est quoi ton moment préféré du mariage? Le moment préféré, le dance floor, je pense. D'accord. Ouais, c'est marrant parce que beaucoup. C'est souvent le moment le plus difficile, enfin le moment qui fait le plus peur pour les photographes. Ah ouais? Ah moi j'adore. J'adore les gens qui se lâchent, jouer avec les lumières. Ouais, j'aime beaucoup. Et être vraiment au milieu de tout le monde, quoi. T'es quelqu'un grand angle. Ouais. T'es quelqu'un qui danse dans la vie, qui aime s'amuser comme ça? J'aime bien de temps en temps. J'ai jamais été un gros fêtard à sortir tous les week-ends, mais oui, j'aime bien une fois de temps en temps et ouais, j'aime bien me mettre au milieu des gens, garder qu'un seul boîtier au 16 mm et flash dans la gueule même. Ok. Bah là, c'est bien, tu le fais pas souvent, mais là, tu vas le faire une fois tous les deux semaines, 26 fois dans l'année, du coup. C'est ça, exactement. Ouais, je pense que je danse plus que quand j'étais étudiant. Ouais. Ouais. Moi, je vais te dire pareil, parce qu'au final, je danse jamais, donc c'est encore plus facile. Et comment t'as abordé la soirée? Parce que souvent, comme je te dis, la soirée, c'est ce qui fait peur. Alors, non pas pour le côté danse ou autre, mais plutôt pour le côté... basse lumière, enfin très basse lumière, ça bouge beaucoup, avoir des photos nettes. Comment t'as réussi à aimer ça? Comment j'ai réussi à aimer ça? Bonne question. Je sais pas. Non. Ouais, les premières soirées que j'ai faites, j'avais pas forcément d'avis sur la question. Et j'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir des photos assez sympas, des trucs très dynamiques, même si comme je dis, le flash dans la gueule. Forcément, c'est une lumière assez dure, mais ça va bien avec le moment justement où on est sur des trucs très dynamiques. Si la lumière est pas parfaite, je m'en fous. Si y a un peu de flou, à la limite, pourquoi pas. Là, j'aime bien faire les petits zigouigouis avec la pose longue. Et puis je trouve que c'est un moment où la journée se finit et on peut, si on a prévu de partir à une certaine heure, on peut rester 10-15 minutes de plus, c'est pas grave, histoire de tester des trucs. C'est un moment où on va dire quoi que notre contrat est fini et on peut se dire c'est le moment de tester des trucs. C'est quoi ton meilleur souvenir de soirée? Mon meilleur souvenir de soirée, c'était un mariage il y a 2 ans où souvent quand il y a des chansons assez sympas, naturellement il y a des espèces de cercles qui se forment. Les gens ils se mettent un peu en rond. Et je vois un groupe de un peu de fous furieux. Enfin, j'avais remarqué en général, on les remarque, les gens qui mettent l'ambiance. Et j'avais vu qu'ils commençaient à fermer un cercle. Et juste avant que le cercle se referme, je suis pas pris d'une pulsion bizarre. Je me jette, je me retrouve sur le dos. Par terre, du coup. Parce que du coup, les gens sont un peu accroupis, ils commencent à former le cercle. Donc j'avais juste un petit passage en bas au niveau des jambes des gens. Donc en fait, je fais une espèce de plongeon, je fais une espèce de retournée, enfin une cascade bizarre, avec le harnais et l'espèce d'anneau derrière, je me pète le dos. Enfin bref. La photo était pourrie parce qu'en plus, à l'époque, j'étais au 24 mm, j'avais pas plus large. Si tu vois ce que je veux dire. Ça y est, ça commence, c'est parti. Du coup, la photo est pourrie parce que j'ai que le front des gens. Mais le fait que je fasse ça a mis, du coup, ça a mis l'ambiance et du coup, ils se sont lâchés encore plus. Et ça m'a fait des super photos après. Là, depuis 2 ans, du coup, je me mets un petit peu plus dans les photos de soirée. Moi, ça a toujours été pas un calvaire, mais toujours un truc où... Puis je suis pas j'aime pas trop m'amuser comme ça, donc ça a plutôt été toujours les gens qui s'amusent sont comme ça, me font chier généralement. Et tu sais, souvent ceux qui sont bourrés, enfin tu vois, c'est jamais trop compris qui écoute la musique trop fort, jamais trop, qui on n'arrive jamais à parler, enfin. Et en fait, je me suis dit, bon allez Seb, tu vois, utilise la photo aussi pour y aller un petit peu plus et surtout commence à faire des meilleures photos de soirée.
Et c'est vrai qu'il y a un truc, bon, je l'avais déjà remarqué avant, mais plus tu y vas toi, plus tu t'impliques dedans, plus tu joues avec les gens, plus les gens vont se lâcher, parce que en plus toi t'es un petit peu, t'es quand même l'extérieur, t'es quand même le prestataire extérieur, même si t'aimes bien parce que t'as passé la journée avec eux, t'es quand même le truc, ils se disent putain mais merde, si le prestataire il fait ça, nous aussi quoi, on peut y aller quoi. Carrément. Ça a changé un petit peu les choses, je trouve. Et moi ça m'a fait aimer Céline Dion. Wow. Il y a une chanson, j'ai oublié le titre, mais il y a une chanson de Céline Dion qui bouge un peu là. J'oublie toujours le titre. Et non, je sais plus. Mais dès qu'elle passe, il y a toutes les nanas qui commencent à être en furie et ça fait, enfin, C'était pas, enfin, en tête j'ai genre I'm Alive. Non, je sais pas si c'est le un peu titre. plus punchy que ça. Ok. Bon, je sais plus. Bon bah c'est pas Titanic quoi. Bon. Mais non. Et voilà, pour te dire à quel point ça. Ouais, quand même, faut y aller quand même. Quand même, faut y aller. Si t'étais du genre à pas du tout aimer Céline Dion à la base, oui, en effet, c'est pas trop mon genre en temps normal. Mais bon, ouais. Fais gaffe, les soirées vont peut-être faire aimer Abba à certaines personnes. Peut-être. C'est sûrement le cas. Hein. Et comment du coup, tu t'es toujours un flash? Tu utilises toujours qu'un seul non, flash? Non, j'ai un flash sur le boîtier et un en déporté. Okay. La plupart du temps. Parfois, récemment, par exemple, j'ai eu un DJ qui avait plein de lumière. Je me dis, ça sert à rien que je mette mon déporté parce que j'ai joué avec. Mais non, j'en prends toujours un au cas où. Et donc là, donc si tu utilises qu'un seul flash, t'es en mode lumière dans la gueule. Direct. Lumière dans la gueule, ouais. Est-ce que tu peux juste nous dire comment tu gères en fait la soirée avec les réglages, surtout le focus, comment tu gères? Je me mets je ferme à F8, F11, je mets en focus manuel et hyper focal. Donc, ok. À F11 sur du, donc maintenant je suis passé au 16-35 pour la partie grand angle. Avant j'étais au 24. Du coup je mets à fond sur le 16. Entre F8 et F11, et si tu fais le point à peu près vers 1 mètre, normalement t'as tout net. Depuis quelques temps, j'utilise le 14 en soirée, mais c'est vrai que le 16-35, tu fais tout au 16 ou tu remets des fois en 35 Sur la soirée, je fais quasiment tout au 16. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'un petit 16-35 pourrait être bien. Je suis pas du tout zoom, mais pour la soirée, moi non plus à la base. Tu changes quoi, mais si tu fais que tout au 16, au final, un 14 ça suffit quoi. Et en plus, tu peux aller plus proche des gens, c'est cool. Oui. Ouais, pour la soirée, ça s'y prête bien. De toute façon, si tu fais des photos de l'extérieur, ça se voit. Enfin, c'est pas, tu peux pas avoir des photos, on va dire, des photos folles si t'es à l'extérieur. Ouais. D'où l'intérêt de se jeter dans les jambes des gens. Exactement. Et d'avoir un gros bleu dans le dos après. Fais gaffe, je crois que ton bleu a pris tout ton torse maintenant. Ouais, c'est bizarre. Tu as une chemise. Ça fait 2 ans, j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est même transformé en chemise, tu vois. C'est fou, hein. Si vous écoutez un podcast, sachez qu'il porte une chemise bleue. C'est pour ça que la blague fonctionne. Mais j'avais oublié. C'est filmé aussi, donc tu sais que maintenant il y a plus de gens qui regardent le podcast sur YouTube qui l'écoutent en podcast. Revenons au tout début du tout début, non pas quand tu es né, mais quand tu as... le 12 avril 1983. Bonne année. Ça, c'était la meilleure année. Tu en diras que moi aussi, je suis né en 83. Quand t'es venu l'envie d'être photographe de mariage, ou photographe déjà tout court? L'envie professionnellement? Ouais. On va dire l'envie de quitter mon ancien job pour me lancer, je l'ai eu il y a 3 ans. Ok, donc t'avais 36 ans? Ouais. 35, 36 quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu faisais quoi en 2019. J'étais ingénieur dans l'automobile. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 12 ans. C'est très chouette. Hein. Contrairement à beaucoup de reconvertis, j'étais très très bien. Enfin, il y a toujours des choses, on se plaint toujours dans nos boulots, mais avec le recul, j'étais très très bien. J'ai toujours eu envie, je pense au fond de moi, de créer quelque chose. Il y a eu la photo qui s'est retrouvée sur mon chemin. Je pense que si ça n'avait pas été la photo, ça aurait sûrement été autre chose. Mais ouais, j'ai toujours envie, je pense, de créer quelque chose. En tant qu'ingénieur, tu crées pas déjà quelque chose? Je crée quelque chose, mais pas pour moi.
Surtout que les voitures sur lesquelles je travaillais, je n'avais pas forcément les moyens de me les acheter. Mais T'as le droit de dire une marque ou oui, je travaille pour Renault Sport, qui est ensuite devenu Alpine. Ok. Pas sur la F1, sur les véhicules de série. Donc c'est quand même le point commun entre la photo et mon métier d'avant, c'est ces deux métiers passion. T'aimais les voitures, quoi. Ouais, mais je les aime toujours. Donc le bleu là, c'est pour l'Alpine ou le bleu que tu portes? J'avais pas fait gaffe, mais oui, c'est ancré en moi probablement. mais oui, mais sur les rares fois où j'en croise une dans la rue, ça me fait quelque chose. Ça a été presque 6 ans de ma vie, ce projet-là. Donc ça, c'était en 2019 ou en 2018? C'était en 2019. 2019. Donc ça veut dire que en 2019, tu te dis ok, là c'est bon. Je deviens photographe de mariage. Bon, on va pas parler tout de suite de la branlée qu'on s'est pris en 2020 avec un tout petit truc. Mais donc comment tu te dis donc là maintenant ok, je veux. Tu t'étais donné combien de temps pour switcher? Un tout petit peu avant ça, j'avais fait un tout premier bout de main, enfin juste une mairie en fin 2018. C'est ça qui a déclenché ça a été à ce moment-là ma rencontre avec le mariage. Avant ça, le mariage pour moi c'était que ce soit pour le perso ou la photo, ça me disait trop rien. Résultat, 4 ans après, je suis marié, je suis devenu photographe de mariage. T'as tout, quoi. T'as tout compris. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'une mairie, parce qu'une mairie c'est quand même pas le moment le plus cool du mariage. C'est pas le moment le plus. Et en fait, si on remonte encore avant, donc j'ai commencé la photo comme beaucoup de personnes pour les voyages et tout ça. Après, je me suis mis à la photo de rue pour ce que j'avais envie de shooter entre deux voyages. Donc, je me suis mis à la photo de rue. Et pendant cette petite heure dans une mairie parisienne, je retrouvais un petit peu ce que je cherchais dans la rue. Donc, c'est un peu la chasse aux instants, ce genre de trucs. Donc, c'est ça qui m'a dit, mais en fait, ça peut être pas mal les mariages. Et pourtant, c'était que la mairie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me dis, ok, vu que je suis quelqu'un d'assez curieux et que j'aime bien pas forcément aller au bout des choses, mais explorer un peu plus quand il y a quelque chose qui commence à me plaire. Moi, je me dis, ok, je vais commencer à en parler autour de moi, et puis c'est comme ça que j'ai fait ces mariages-là. Et ça m'a plu, et je me suis bien vu là-dedans. Et enfin, je sais pas, ça s'est fait naturellement, en fait, l'envie de me mettre là-dedans. Ouais. Tu t'es donné combien de temps pour je me suis donné je m'étais donné 2 ans, mais pas depuis 2019, parce que 2019, quand j'ai voulu switcher, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée, heureusement du coup. Parce que après ils n'ont pas accepté. Par contre, c'est pour ça aussi que j'ai aucun souci avec mon ancien employeur, c'est qu'ils m'ont mis dans les meilleures conditions, parce que j'aurais parlé de ce projet-là. À ce moment-là, je venais juste de changer de poste. En fait, du coup, ils m'ont remis sur mon ancien poste, sur lequel forcément j'étais beaucoup plus à l'aise, ce qui m'a permis de faire 2020, même si il y a eu ce qu'il y a eu. Ça a quand même permis de faire les deux boulots en parallèle, sans trop de soucis. Et d'assurer financièrement aussi, quoi. Exactement, d'assurer financièrement. Et j'ai fait fin 2020 une démission pour reconversion. Qui m'a permis de toucher le chômage, et du coup je me suis donné 2 ans, enfin non, 1 an et demi à partir du moment où je suis parti, pour me dire ok, est-ce que ça c'est sur la bonne trajectoire, sachant que avant de partir, pour pouvoir bénéficier du chômage et aussi d'autres aides que j'ai pu avoir de mon ancien employeur, il fallait que je fasse un petit dossier, donc on va dire un mini business plan, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la suite. Et ça m'a permis d'avoir une petite vision du chiffre d'affaires que je voulais atteindre. Et je me suis dit, ok, dans 1 an et demi, si tu arrives à ces objectifs, ok, tu continues. Si tu n'y arrives pas, ou alors que ça te plaît pas, parce que ça peut aussi ne pas te plaire de le faire à plein temps, du coup, il te reste 6 mois pour retrouver un autre boulot. Ok. Donc là, si je compte bien, on est 1 an et demi après. On est 1 an et demi après. Il n'y a pas photo, je continue. Si, il y a photo du coup. Il y a photo du coup. Mais voilà. Tu disais, tu avais fait un petit business plan. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu savais déjà comment faire? Est-ce que tu as dû apprendre? Qu'est-ce que j'avais des notions, mais dans le processus, je sais pas comment c'est maintenant, mais quand moi j'ai pris ce dispositif-là, c'était un peu le début, donc j'ai pu me faire accompagner par l'APEC,
qui est l'association pour les cadres. Du coup, ils m'ont accompagné, puis on a fait le dossier ensemble. Alors, le business plan, c'est un peu un grand mot. C'est pour ça que j'ai un mini business plan, parce que les chiffres, je les ai mis un petit peu au doigt mouillé quand même. Hein. À cette époque-là, je savais pas du tout combien j'allais pouvoir me vendre et tout ça. Donc, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai essayé de sortir quelque chose qui me paraissait à l'époque, en tout cas, un peu réaliste. Parce qu'en plus, il y avait un truc, c'est que là, à mon avis, enfin, je pense que le boulot que tu avais en tant qu'ingénieur devait pas être très mal payé. Comment tu as fait pour, en plus, te dire, prendre la décision, ok, bon, là, tu as les aides pendant 2 ans, ça c'est une chose, mais prendre la décision de matcher un salaire qui est assez haut, c'est pas évident quand tu es photographe, quand tu te lances. Ouais, c'est pour ça que je m'étais mis 1 an et demi pour voir comment ça pouvait évoluer, même si c'est court, hein, 1 an et demi. Mais au moins pour voir si j'étais sur une pente ascendante, ça dit ça fait. Si j'étais sur voilà sur la bonne voie. Si j'arrivais à signer des mariages et à faire monter les prix ou pas, sans forcément atteindre une certaine somme au bout d'1 an et demi, parce que c'est forcément compliqué, mais t'avais quand même fait le calcul de savoir quel chiffre d'affaires tu devais faire à la fin de cette année. Mon objectif, c'était effectivement de matcher mon salaire au bout, je sais plus au bout de combien de temps, mais de matcher mon salaire au bout d'un certain temps hors prime, juste ce qu'il me fallait pour conserver le même niveau de vie quotidien. Les primes, ça nous a payé les voyages, ce qui n'est pas forcément essentiel. Enfin, si, c'est essentiel pour vivre pour moi quand même. Mais c'est essentiel pour la tête surtout. C'est ça, pour la tête. Mais on va dire que c'est pas à choisir, c'est pas forcément ça le plus important. Mais ouais, donc je me suis donné, je sais plus, un certain nombre d'années pour matcher le salaire. Et au bout d'1 an et demi, tu devais matcher quel chiffre d'affaires ? Je me rappelle plus exactement, parce que c'était plus genre un 20 000, un 30 000, un 40 000. Est-ce que tu as une idée ? Au bout d'1 an et demi, je devais être juste sous le premier seuil de TVA. Ok, donc 34. Parce que je m'étais mis ça plus le chômage, ça, voilà. Et bon, j'ai largement dépassé du coup. Cette année ou l'année d'avant ? Non, c'est cette année-là de 2022. J'aurais pu le passer l'année dernière. Ok. T'as fait en sorte de pas le. J'ai fait en sorte de pas le. Ouais. C'est un choix, hein. C'est un choix à prendre parce que ça change beaucoup de choses. Et surtout, ne serait-ce que si tu le retardes d'une année, t'as quand même 36 000 euros qui peuvent être non taxés en TVA, ce qui est pas si mal. Ok, donc tu devais matcher 34 000 en 1 an et demi, ce qui est un objectif plutôt assez hardcore quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Je l'ai fait parce que aussi à ce moment-là, donc on était quelque part entre 2019 et 2020, on était juste au début de la formation, mais même avant la formation, j'avais réussi à signer des mariages. Alors si on veut parler chiffres, un petit dans les alentours de 1 500 euros. Ce qui pour moi au début j'avais trouvé ça plutôt sympa. Bon, je m'étais pas imaginé que je pouvais tarifer si haut si rapidement, mais donc je me suis dit bon, allez, pourquoi pas, on se fixe un objectif. Allez, si je suis pas à 34 000, je suis à 30 000, c'est pas grave, hein, c'est important pour moi de me fixer des objectifs assez hauts pour même si j'atteins pas ce chiffre-là, voilà, ça me permet au moins d'essayer de m'en approcher. Donc t'avais quand même, je tiens à le dire quand même, hein, c'est la réussite de Loan est quand même fait partie tu fais partie du haut du panier, on va dire, dans les photographes qui se lancent en arrivant au bout d'1 an et demi au chiffre d'affaires, donc à être à au moins 40, voire 50, ce que tu dis cette année. C'est assez exceptionnel, hein, d'arriver à ce niveau-là, surtout quand on pense que la première année a été 2020, voire 2021, donc les années Covid, quoi. 2020, j'ai eu de la chance parce que alors avant. Ah non, mais attends, excuse-moi, mais je dis des bêtises. C'est de fin 2019 que t'as lancé tes 1 an et demi, ou c'est fin 2020? Alors ça dépend de quand, les 1 an et demi d'où on les compte. Parce que la micro, je l'ai lancé en mars 2019.
Ouais. Par contre, je suis à plein temps depuis décembre 2020. Ok. Et tu t'es donné cet objectif quand, du coup? Depuis à partir de la date de ma démission. Qui était fin 2020. Depuis fin 2020. Donc là, on y est au un an et demi. Okay. Donc on y est vraiment. On y est vraiment. Et du coup, forcément, avant la date de démission, il y avait déjà eu une saison. Même si c'était la saison Covid, j'en avais signé 12 sur 2020, enfin 12, je suis un peu moins de 15, enfin entre 10 et 15 grosso modo. Et j'ai eu de la chance parce que j'en ai quand même pu faire 8. S'ils étaient dans la période où ça s'est un peu libéré. Ouais, juillet-août, quoi. Oui, exactement, juillet-août et début septembre. Ok. Donc ouais, c'est quand même, bravo pour ça, parce que c'est un résultat qui est assez exceptionnel. Bon, même si, je l'ai dit dans l'intro et tu l'as redit un petit peu, tu as suivi quand même le Grand Saut. Donc voilà, donc forcément que. C'est sûr que sans ça, je te l'ai déjà dit, sans ça, j'y serais pas arrivé aussi vite. Ça c'est clair. Enfin, clairement, j'y serais peut-être arrivé en 5 ans, j'en sais rien. Enfin, ou pas, je serais peut-être pas arrivé, j'en sais rien. Mais clairement. Tu serais pas arrivé aussi vite, mais tu serais arrivé. Là, moi, ce que j'aime bien chez toi, et je te l'ai déjà dit, c'est que tu t'en veux et que tu y vas. Et là où je vois, tu vois, t'as mis 1 an et demi, on va dire. Ce t'est arrivé, c'est fin 2019. Fin 2019. Ouais, fin 2019, dans la formation. Donc ça fait 2 ans et demi. T'as appliqué les choses très vite. Au bout d'1 an, t'as quitté ton job, t'y as été. Moi, j'en vois certains, et j'en vois beaucoup, qui commencent vraiment à mettre les choses en place qu'au bout d'un an et demi, le temps aussi dans sa tête, dans la tête de prendre, de comprendre aussi, parce que c'est pas évident, de comprendre, d'appliquer. C'est vraiment pas évident. Toi, t'y as été, et on va parler des stratégies que t'as mis en place et tout. À quel point ton métier d'ingénieur t'a aidé, parce que j'oriente les questions parce que je pense que c'est vraiment le cas. À quel point ton métier d'ingénieur t'a aidé à appliquer plus vite les conseils et à du coup, je trouve, à aller plus vite au résultat? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté la vision projet, dans le sens où, grosso modo, pour faire vite une voiture, ça se développe entre 4 et 5 ans. Okay. Et forcément, quand on part d'une feuille blanche, on veut arriver à quelque chose qui roule dans la rue. On passe par plusieurs étapes. Donc il y a un planning, etc. Donc j'ai cette vision-là de où je veux arriver, sur on va dire moyen terme, et par où il faut passer. Et souvent, on n'a pas forcément cette vision-là de par où il faut passer. Et donc je sais que je vais devoir passer par des étapes intermédiaires qui ne seront pas parfaites. Comme on dit souvent, mieux vaut fait que parfait. Et donc, je me dis, ok. Typiquement, quand après mon premier mariage, la petite heure à la mairie là qui m'a plu, je dis c'est trop bien, tac, ok, je vais me faire un site rapidos, Wix. Voilà, premier site sur Wix. N'y allez pas. J'ai quand même signé des mariages, c'est ça. Mais n'y allez pas quand même. Donc voilà, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, ok, si je veux vendre, comment je fais? Je savais que j'allais avoir un site pas terrible, mais qu'il fallait quand même mettre des trucs dedans. Donc j'ai mis ça. J'ai mis mes photos de rue, parce que je me suis dit, photos de rue, un petit côté reportage, ça se retrouve aussi un peu à ce côté-là dans le mariage aussi. Donc j'ai mis de la photo de rue. Je me suis mis aussi à la photo un peu plus portrait avec des modèles, histoire d'essayer de comprendre un peu plus la lumière, etc. J'ai mis ça aussi pour me dire, ok, j'ai fait un tout petit bout de mariage, j'arrive à faire un petit peu de entre guillemets de reportage, même si sur ma photo de rue, je passe trop si ça veut dire grand chose, mais on va dire d'avoir des moments. Et je peux faire des trucs un peu plus posés. Donc voilà, même si c'est pas du mariage, je me dis, c'est pas grave. Au moins, et après, si tu arrives à avoir des contacts, tu arriveras à expliquer, à faire le parallèle entre ces aspects-là et un vrai mariage. Donc voilà, ça c'était une espèce de brouillon. Et puis donc c'est cette vision-là de mon ancien métier qui m'a aidé de partir d'un espèce de brouillon, de l'améliorer au fur et à mesure pour arriver à un résultat final. Et entre chaque brouillon, en grosso modo, entre chaque gros jalon d'un projet, il y a une espèce de processus itératif.
C'est-à-dire que on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, on voit ok, est-ce qu'on l'améliore ou pas. C'est surtout ce qui ne fonctionne pas, on essaie de l'analyser. Pourquoi ça fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire fonctionner. Donc ça c'est la théorie. L'appliquer après sur sur un business de photo de mariage, forcément c'est peut-être un peu plus abstrait, mais en tout cas c'est cet état d'esprit là qui je pense qui m'a aidé. On parlera tout à l'heure, je pense au niveau des stratégies, des trucs analytiques et tout ça qui m'ont fait ok, j'ai essayé d'analyser, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Si ça marche pas, ok, c'est trouver une solution pour que ça fonctionne. Tu dirais que c'était une méthode assez empirique, où t'avais vraiment, où tu savais vraiment la parole. Non, je l'ai pas écrit nulle part. C'était vraiment, je pense vraiment, un état d'esprit. Je me suis pas dit, tiens, voilà, le 12 décembre 2020, il faut que j'ai fait ça. Contrairement pour le coup à mon ancien boulot où c'était comme ça, là c'était plus dans ma tête où je me dis bon à peu près dans cette période-là ce serait bien que je fasse ci, que je fasse ça et le dernier truc quand même. Alors, je te coupe juste, je suis désolé, en fait ça me rappelle un truc que j'ai vu hier. C'est pour ça que j'en parle. Quand tu parles de ça marche pas, de faire un bilan comme ça, je me suis remis dans une période où je regarde j'irai dormir chez vous d'Antoine de Maximi, et je regardais des conférences qu'il a pu faire et tout, et il parlait de partir avec peu de choses en voyage. Et il a donné une méthode qui était très chouette et qui va en fait dans ce que tu viens de dire. C'est tu pars une première fois, tu prends ton sac et quand tu reviens, en défaisant ton sac, tu mets une pile des choses que tu as utilisées, une pile des choses que tu n'as pas utilisées. Ce qui fait que quand tu repars, les choses que tu n'as pas utilisées, tu les prends pas. Et tu refais pareil au fur et à mesure jusqu'à ce que, en fait, il y ait que les choses que tu utilises tout le temps. Et comme je viens de partir de l'autre côté de l'Atlantique, je me suis dit, putain, quand je faisais mon sac, je fais, est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je vais utiliser. Quand je reviens, ok, ça va, il y a peu de choses que j'ai vraiment pas utilisées, mais j'aurais pu partir avec un peu moins de choses quand même, quoi. Et c'est vrai que ce truc, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, et comme si on prenait plein de trucs dans notre sac, en disant bon, c'est pas grave, de toute façon ça passe dans le sac, tant qu'il y a le poids, c'est bon. Et au final, on continue à faire les mêmes erreurs au fur et à mesure du temps, sans se dire bon, en rentrant, je vais analyser ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi. Comme j'ai fait pendant 3 mois, je vais analyser ce qui a marché, ce qui a pas marché, et arrêter en fait ce qui n'a pas marché, ou comprendre pourquoi ça n'a pas marché, quoi. Et donc la dernière chose, je sais si plus, tu l'as encore en tête. Oui, si, c'est en lien avec alors c'est pas forcément d'ailleurs un truc qui m'a aidé, mais c'est en lien avec le client cible. C'est que à l'époque, on va dire en début de projet, quand on nous présente le véhicule qu'on doit développer, donc il y a des gens du marketing qui, en grosso modo, qui font la présentation et qui nous parlent du client cible. Et je me rappelle qu'à chaque slide où il y a le persona avec on veut vendre à telle personne qui a tel âge, des trucs hyper précis. Quoi. Là, tu parles de quand tu étais ingénieur. Oui, de mon boulot d'avant. Je me rappelle que quand on nous montrait ça, on disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est n'importe quoi, tout ça. Mais même si je me disais ça à l'époque, ça m'a quand même, je l'ai vu déjà, j'ai vu que ça existait. Et du coup, dans la formation, quand tu en as parlé, j'ai repensé à ce truc-là. Et du coup, je me suis revu dans leur position à eux, à ces gens-là du marketing, et je me suis dit, en fait, c'est vrai. On doit avoir ça pour parler à la personne qu'on veut toucher. Donc, ça m'a quand même si je le dénigrais à l'époque, je pense que ça m'a quand même sensibilisé à cette notion-là. Et comment t'as fait au tout début pour créer ton client cible alors que tu n'avais jamais trop fait de mariage J'ai mis, ça a quand même resté quelque chose de proche de qui je suis. Ok, c'est pas évident des fois. C'est souvent le truc. On a tendance à mettre quelqu'un qui nous ressemble, mais au final, notre client cible n'est peut-être pas quelqu'un qui nous ressemble. Oui, tout à fait. Et c'est pas évident on a tendance à dire bon on veut être avec des gens qu'on aime bien, donc logiquement nous on va bien aimer. Moi je crois que si je me voyais à côté, je suis pas sûr que je m'aime. Ah non, moi c'est pareil, je suis quelqu'un de plutôt discret dans la vie, et je préfère les mariages
mariés qui sont un peu plus foufou que moi, quoi. Ça, c'est clair. Oui, bah c'est ça. Déjà, tu vois, là, comme ça change. C'est vrai que moi, je vois peu de monde dans ma vie, et pourtant, les meilleurs mariages et les mariages que je veux faire, c'est des gens qui ont des amis et des amis qui vont avec qui ils vont danser, quoi. Pas du tout moi. Donc, il y a un moment, c'est vrai qu'il faut se caler, quoi. À quel moment tu t'es décidé à quel moment tu as pris la décision de te dire, ok, là, il faut que je me forme? Je sais plus même plus d'ailleurs comment ça s'est passé. J'ai dû recevoir sûrement une newsletter de ta part. Parce que c'était 2019, donc tu étais abonné au guide du photographe de mariage, parce qu'il s'était lancé en septembre. C'est ça, je m'étais tout juste abonné. Je te connaissais d'F1.4, mais sans plus, pas plus que ça. J'avais commencé à regarder les vidéos quand j'ai fait mes tout premiers mariages où tu parlais un peu matos, comment s'équiper et tout ça. Mais je te connaissais encore pas plus que ça. Et du coup, j'avais vu cette chaîne-là, effectivement, j'ai dû m'inscrire et du coup recevoir un truc sur la formation. Et j'étais pas forcément en recherche de formation. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien aussi creuser les trucs par moi-même. Et du coup, plus du genre, en gros, si tu le vivrais très mal si on te disait Google est ton ami, tu dis merde, putain, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas cherché moi-même, quoi. Pareil, je suis pas quelqu'un de susceptible, mais grosso modo, oui, c'est un peu l'idée. Parce que moi, ça m'emmerde quand on me dit ça, je fais putain, mais t'es trop con, je déteste demander aux gens, et donc, si on me le dit, je fais putain, mais pourquoi je l'ai pas cherché, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, je pensais pouvoir, mi-fin 2019, je me suis dit, bon, je vais explorer le truc par moi-même, tout en regardant quand même ce que je peux trouver ailleurs, mais sans forcément m'inscrire dans un workshop ou une formation. Et je suis tombé là-dessus, j'ai vu, et comme quoi la page de vente a été très très bien faite, vu que je me suis inscrit. Et j'ai quand même hésité parce que c'était quand même une certaine somme, et j'en ai discuté avec ma femme, et tu pourras lui dire merci d'ailleurs, ma femme, parce que c'est elle qui m'a dit d'y aller. C'est quoi son prénom? Laurie. Eh ben, merci Laurie. Voilà. Grâce à toi, Loan est aujourd'hui sur ce podcast. Ça fait. Mais d'ailleurs, grâce à elle, je me suis inscrit, et grâce à elle, clairement, j'en suis là où je suis, parce que quitter un boulot pour être à son compte, c'est pas évident. Et elle m'a pas que soutenu, elle m'a encouragé à le faire. Donc, elle m'a poussé à le faire. Ça, je pense qu'on redira jamais assez que être soutenu par son entourage. Il y a des fois, il vaut mieux être tout seul que descendu par son entourage. C'est plus facile à faire alors si on est entouré et qu'en plus on est bien entouré et que l'entourage nous aide et nous supporte dans cette décision, c'est génial, quoi. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont une compagne ou un compagnon qui les descend, en fait, ou même sans les monter, tu vois, juste au moins juste à pas l'encourager. Et ça, c'est dur, parce qu'on est dans un changement de vie qui est pas facile. Et si à la maison on n'est pas soutenu, c'est compliqué, quoi. C'est clair. Donc tu t'es mis dans la formation, et donc la formation à l'époque c'était pas le grand saut, c'était la toute première version du grand saut de ce qui allait devenir le grand saut l'année suivante. J'étais en mode je crée la formation avec vous en plus à cette époque-là. Qu'est-ce que tu as appliqué en premier? Ce que j'ai appliqué en premier. Est-ce que tu avais déjà, vu que c'était en 2019, tu avais quand même déjà signé des mariages pour 2020 ou pas du tout? J'avais déjà signé des mariages pour 2020. Ok. Tu les avais trouvés comment, ceux-là? Google Ads. Google Ads. Déjà. Ok. Déjà. 2019 pour 2020. Ouais, c'est principalement Google Ads. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai appliqué en premier? Alors, j'ai pas. Donc, c'était fin 2019. J'ai pas tout appliqué tout de suite. Je pense que j'ai commencé à appliquer les choses vers pendant Covid, vers le printemps 2020, forcément. Premier truc que j'ai fait, ça doit être, je pense, que ça doit être les rendez-vous. Okay. Parce que même si j'avais un site pourri, j'étais quand même contacté. Et donc, je pense que le premier truc, c'est la trame de rendez-vous. Que j'ai un petit peu forcément adapté à ma personne, mais ouais. Pour juste que ceux qui ne savent pas ça,
pour que nous sachions. C'est dur. Nous sachons alors c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une blague, hein, nous sachons, c'est quelque chose qui revient. C'est comme il fallait que j'en prenne. En fait, dans la formation, donc sur la partie rendez-vous, il y a toute l'explication, mais il y a aussi un rendez-vous filmé et commenté en entier sur les techniques, et donc un rendez-vous qui dure, je crois, 2 heures, un truc comme ça. Ouais, et encore, là, quand tu l'as eu, le rendez-vous n'était pas filmé, le nouveau rendez-vous n'était pas filmé à l'époque. Je crois pas que c'était avec Laurine et Florian. Non, je crois pas. Non, il a été filmé un peu plus tard, donc c'était l'ancien rendez-vous qui avait été filmé et qui a après été refait avec de nouvelles techniques et qui marchent encore mieux. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'appliquer, mais bon, toi, tu dis un rendez-vous de 3 heures, moi, c'est vrai que je fais des rendez-vous de 3 heures aussi, et il faut bien ça pour caler tout. Oui, ah oui, carrément. Donc ça, et après, page de vente. Ok. Qui, je crois que maintenant, elle ressemble plus à rien, la page de vente, mais à l'époque, j'avais genre, elle ressemble plus à rien parce que parce qu'à force parce que parfois, je rechange des trucs, et à force de rechanger des trucs, je perds je crois qu'il y a des moments où je me répète enfin bon, faut que je reprenne un peu de ça, mais ouais, ce que j'ai fait après, c'était page de vente. Donc là, cet hiver, quand tu vas refaire ton site, tu vas refaire ta page de vente. Probablement, oui. Si j'ai le temps. Ça se trouve, le temps. Oui. C'est toujours une étape qui est compliquée, la page de vente, de toute façon. Ouais. Donc, tu me disais que tu avais trouvé tes premiers mariages via Google Ads. Oui. Donc, moi, c'est une technique que j'ai jamais utilisée. J'ai toujours fait sans pub, en fait. C'est un truc... J'aurais pu avancer, je pense, beaucoup, beaucoup plus vite dans mon entreprise. Alors, peut-être plus côté F1K de formation que le côté mariage, mais j'aurais pu avancer beaucoup plus vite si j'avais fait de la pub, mais j'en ai quasiment jamais fait. Vraiment quasiment jamais fait, donc autant dire que j'en ai jamais fait sérieusement. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, te dire, tiens, je vais mettre du Google Ads, parce que c'est quand même, t'investis une somme là-dedans et t'es pas sûr de la retrouver, quoi. Donc, à ce moment-là, donc on est en courant 2019, la période où je suis un peu entre deux, où je me pose la question. Et du coup, comme j'aime bien, comme je disais, découvrir le truc par moi-même, mais en même temps, j'ai tendance parfois à être un peu impatient. Je veux découvrir la photo de mariage, comment je fais. J'ai un petit site qui est ce qu'il est, mais au moins il a le mérite d'exister, on va dire. Comment je fais pour me faire connaître? Je regarde un peu tous les trucs, Instagram, je sais même plus si j'y étais déjà à ce moment-là, machin, référencement, donc je savais même pas que ça existait, le SEO, tout ça à l'époque. Je vois ça, ça a l'air compliqué, en plus en région parisienne, tout ça. Et après, je vois le pub, ok, bon, faut payer, j'étais en double activité, donc moi, je pouvais me le permettre. Et je me dis, je me suis dit qu'à l'époque, j'estimais en tout cas que c'était le moyen le plus rapide de voir si ça pouvait marcher. J'étais encore sur ce questionnement-là, c'est voir est-ce que ça peut marcher. Et vu que j'avais besoin de cette réponse, j'avais pas 2 ans pour voir si ça pouvait marcher, donc je me dis, ok, go. Et puis j'ai vu que ça pouvait marcher assez rapidement, enfin que ça pouvait marcher. Et j'ai été contacté plutôt plusieurs fois assez rapidement, que je commençais à signer des mariages, et puis voilà. Et, donc ça fait comme ça. Donc depuis 2019, effectivement, j'utilise Google Ads. Forcément, c'est diversifié depuis, mais c'est ça qui m'a fait utiliser la pub pour commencer. Tu montrais, parce que tu as enseigné un petit peu Google Ads dans la formation, un petit peu, même pas mal. Ça que j'aime bien aussi, c'est que les élèves de la formation ont des talents et donc du coup partagent leur savoir et ce qu'ils acquièrent. Moi, j'ai appris beaucoup aussi du coup sur Google Ads grâce à toi, même si je m'y suis pas encore vraiment mis. J'ai quand même appris pas mal. Et en même temps, il y a beaucoup de logique là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire plutôt là, le nombre de mariages que tu as pu signer via Google Ads et comment ça a évolué jusqu'à 2023? Alors, rapide, t'as peut-être pas les chiffres en tête. Grosso modo, en 2019, pour les mariages 2020, c'est on va dire 100% des mariages, donc les 12 qui étaient prévus. Je crois que j'ai eu un bouche à oreille, donc on va dire 11 sur 12 qui viennent de Google Ads et un qui était, je crois, du bouche à oreille. Okay. Saison 2021, je crois qu'on était aux alentours de mémoire, donc 2021, j'ai fait 20 mariages.
Et ça doit être quelque chose comme les 2/3. Ok, et 60% en gros. Ouais, quelque chose comme ça. Le tiers restant étant un tout petit peu d'Instagram et de la recommandation de domaines ou autres prestataires. Et 2022, là on est à 50%. Ok. Donc sur les 26, et le reste étant un peu dilué sur d'autres. Pour 2023 2023, pour l'instant, j'en ai que 5. J'ai plus les trucs en tête, mais sur les 5, ça doit être, je pense, 50% aussi. Ton but, c'est de rester à 50% ou de le descendre? Non, j'aimerais descendre. On va dire que l'objectif à long terme, forcément, c'est d'arrêter de payer. Après, je sais pas si j'arrêterai totalement de payer parce que forcément, j'aimerais me mettre plus sérieusement au SEO. Après, il y a des histoires de choix de mots-clés. Hein, donc il faut, voilà. Donc peut-être que je vais faire du SEO sur certains mots-clés et que je vais aussi être trouvé par d'autres mots-clés. Donc peut-être que je mettrai comme un tout petit fond de pub. Je sais pas encore. Mais l'objectif, c'est quand même le diminuer. Il y a peut-être aussi le fait de tester aussi des choses grâce aux payants. Tout à fait. Comme tu as pu faire au tout début, puisque l'idée étant d'amener les gens rapidement sur ton site. Je pense qu'à ce stade du podcast, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais quand est-ce qu'ils abordent le SIA? Quand est-ce qu'ils abordent le Google Ads et qu'on sache comment faire et tout ?» Est-ce qu'on les déçoit tout de suite ou pas? Ça fait quoi? Ça fait 55 minutes? Ouais, on peut. Ouais, allez, au bout d'une heure, quand même, on peut les décevoir. Ouais. Normalement, avec l'intro et tout, ça devrait être... Et le tout premier enregistrement qu'on a fait pour ton elevator pitch, à mon avis, on est à 1 heure, là. Et en gros, on va vous décevoir mais on va vous décevoir pour pour recevoir. On va vous décevoir pour vous donner une bonne nouvelle derrière. C'est qu'on parlera pas SIA dans ce podcast. En tout cas, on donnera pas de. Ce serait chiant quand même en 2 heures de parler de ça. Ouais, complètement quoi. On s'est déjà tapé une formation par Loan, c'est bon quoi. En fait, on en reparlera plus tard en podcast puisque. Loan est en train de préparer une formation sur le SIA pour les photographes. En tout cas, elle arrivera courant 2023, début premier semestre 2023. On est en train de travailler dessus. Et tu es en train de travailler dessus surtout. Et j'ai projeté d'y travailler. Bon, après, t'es en pleine saison, donc là c'est compliqué. Et donc voilà, on en reparlera à ce moment-là. Et on fera sûrement une vidéo aussi sur le guide du photographe d'image sur le sujet. Mais c'était pour montrer parce qu'en fait, je me suis toujours dit que le SIA c'était pas pour moi parce que analyser les choses ça m'emmerde. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser, de se dire ça marche pas, tiens comment on fait pas. En fait, ça m'a toujours emmerdé. Et c'est vrai qu'avec un profil comme le tien, donc d'études d'ingénieur et de formation ingénieur, forcément, t'as plus cette logique-là, cette côté un peu maths, non? C'est pas forcément le côté maths, c'est plus le côté il y a un truc qui fonctionne pas, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Et, et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Hein, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'ai besoin d'analyser le truc pour comprendre et ensuite potentiellement appliquer des correctifs. Tu as passé combien de temps d'analyse comme ça et tout sur tes campagnes SIA? Au début, beaucoup de temps. Je sais plus, mais je pense que les 2-3 premiers mois, j'étais tous les jours. Okay. Tous les jours, pas forcément, pas toute la journée évidemment, mais au moins un quart d'heure tous les jours pour voir ce qui s'y passait. Mais parfois c'est un peu contre-productif parce que forcément on génère pas. Enfin après ça dépend du budget, mais on n'est pas des multinationales, donc on va pas mettre des gros budgets non plus. On va dire pas 20 000 euros par jour, quoi. C'est ça. Donc sur des budgets de quelques euros par jour, on génère pas non plus des masses de visites. En moyenne, je dois avoir, je sais pas, suivant les jours, entre 7 et 15, on va dire lisser une dizaine de visites par jour. Donc c'est pas un nombre suffisant pour tirer des conclusions de statistiques. Surtout qu'on est dans un métier où il y a quand même des périodes plus propices aux prises de contact. Il y a ça aussi. Donc parfois, au début, j'allais tous les jours. Donc quand j'avais les stats de la veille, je me disais, comment ça se fait que j'ai 0 visite ou alors qu'ils sont tous restés que 10 secondes. Je dis merde, ça va pas. Donc je change la photo de la page d'accueil ou je change des trucs. Et au final, peut-être que ça sert à rien parce que
fallait attendre 2 semaines avant de faire ça. Donc voilà, c'est aussi toute cette expérience-là d'erreurs que j'ai pu faire au début qui seront également dans la formation pour que ce soit le plus efficace pour tout le monde le plus rapidement possible. Oui, parce qu'en fait, c'est comme tous ceux, et ça je le vois beaucoup dans la formation, hein, des gens qui me disent non mais j'ai appliqué une fois ce que tu as dit dans le rendez-vous et ça a pas marché. Attends, tu l'as appliqué combien de fois? Une fois? Donc ça veut dire que si dans la rue tu dis bonjour à quelqu'un et qu'on te répond pas, tous les gens dans la rue, tu en conclus que tous les gens dans la rue ne te répondront pas. Oh, tu sais, hein, depuis que j'ai vu dans l'émission Nuit culottée qu'ils ont réussi à toper quelqu'un dans Paris et dormir chez eux. Mais c'est pas vrai, les Parisiens sont très sympas. Ceux qui sont peut-être pas parisiens pur souche. Je vais me faire des amis là. Dans le fait que tu aies appliqué les choses et que ça a marché aussi vite, je me suis posé une question. Vu que tu es plus ce côté ingénieur, que tu as quand même ce côté de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, est-ce que tu n'as pas été, bloqué, là où les autres, pour moi, vont être plus bloqués, par le côté artistique et donc par le côté, tu vois, souvent on veut pas appliquer quelque chose, on veut pas appliquer en plus du méthode marketing, on a peur d'arriver et tout ça parce que mais moi non mais je crée des choses, je suis photographe, moi je veux qu'on m'aime pour même si on le dit pas comme ça, mais je veux qu'on m'aime pour mon art et pour ce que je crée et en fait si on avait une approche beaucoup plus ingénieur, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus pragmatique du côté entreprise, on y arrivera beaucoup plus vite que si ah ouais mais ils vont pas aimer mes photos, ah ouais mais en plus ouais mais j'ai pas le niveau, ou alors est-ce qu'ils vont être contents, et en plus ah ouais mais moi je suis un artiste donc je sais pas comment toi tu as vécu ce côté-là. Bon déjà si j'ai voulu creuser la question, me lancer, c'est que forcément quand t'as les retours de tes mariés, des quelques mariages que j'ai fait, ou les retours des proches, alors, ça reste des retours pas les plus objectifs du monde, mais forcément quand tu débutes t'es content qu'on te fasse tous ces retours là, t'as un œil, t'as machin, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais te lancer, tout ça. Donc tout ça m'a mis aussi dans ce mood là, même si je pense pas être quelqu'un alors j'essaye de plus en plus, mais à la base si dans ma famille, on dit que parfois je suis un peu, je fais partie que je suis un peu l'artiste de la famille, parce que quand il y a des événements, avec une autre de mes cousines qui est à ce côté-là aussi, on s'occupe de faire les petits montages, les trucs, les petites animations, ce genre de trucs. Je pense que je tiens ça de mon père qui avait très très souvent une caméra à la main pendant les vacances, ce genre de trucs. Donc j'avais quand même ce truc là, je suis pas né l'appareil photo à la main, mais j'ai quand même ce truc avec l'image et la création. Que tu l'aies, ça je n'en doutais pas, et je n'en doute pas à la vue de tes photos, je n'en doute pas. Mais c'est ce que tu as senti dans l'approche que tu avais de monter ton entreprise, c'était ça plutôt ma question. Est-ce que tu as senti que ça pouvait être un blocage, ou au final tu as réussi à le mettre complètement de côté et à te dire de toute façon, il y a le côté créer son business et il y a le côté faire les photos? C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. À l'époque, je pensais que c'était vraiment distinct. Maintenant, un peu moins. Parce que maintenant, justement, c'est pour ça que j'ai envie de refaire mon site. J'ai envie de mettre un peu plus de moi sur mon site et même dans mes photos aussi d'ailleurs. Et d'arriver à lier un peu plus les deux aspects. Mais on va dire qu'il y a 2 ans, même il y a 1 an, effectivement, je séparais vraiment les deux, un peu schizophrène. Je me séparais en deux et j'avais la casquette entrepreneur et la casquette photographe. Et du coup, quand je me suis lancé, pardon, vas-y. Non, effectivement, quand je me suis lancé, j'étais vraiment en mode business et entrepreneur. Et donc, ça veut dire que quand tu analysais alors juste, c'est vrai qu'on l'a pas dit au tout début, mais SIA, ça veut dire Search Engine Advertising. Donc, en gros, c'est Google Ads, tout simplement. Mais SIA, ça peut être du Facebook Ads aussi et autres. Le SEO, c'est le gratuit. Le SIA, c'est le payant. Donc, ça veut dire que quand tu crées tes campagnes, que tu les analysais, que tu as fait ta page de vente, que tu as fait ton site,
à cette époque-là, ton côté auteur, ton côté créatif n'importait pas, enfin tu arrivais à le foutre de côté? J'ai l'impression, c'est peut-être inconscient, je sais pas, mais oui, oui. Parce que souvent, en fait, le truc, c'est que ça bloque. Moi, je sais, pour moi, ça me bloque aussi dans beaucoup de choses. Je parle de ça parce que moi, je sais que je suis complètement là-dedans. C'est que le côté créatif est extrêmement important pour moi. Parce que quand je te disais que je voulais pas passer mon temps à analyser des campagnes et des choses comme ça, c'est juste que moi, c'est le créatif qui m'intéresse et le fait de créer des nouvelles choses. Et là, actuellement, je suis sur un nouveau projet et j'ai beaucoup de mal à me lancer vraiment dedans à fond. Parce que il y a déjà, est-ce que je vais être à la hauteur créativement, alors que je devrais, est-ce que, vu que c'est un truc que je veux faire depuis longtemps, est-ce que ça va le faire ou pas? Alors que si j'étais plus froid et que j'arrivais à cloisonner vraiment tout ça, je dirais, bon, bah, ce qu'il y a à faire pas de technique, mais de créer en création de boîte, en trouver les financements, enfin tout ça et tout, bah, je le ferai. Et j'en ai rien à foutre et je dirais bon bah le projet il est bon, le projet de toute façon il sera bon, mais il y a tout ce côté là personnel et qui en fait m'implique personnellement vraiment. Je vois pas juste ça comme un projet dont je me fous, quoi. C'est vraiment le truc où c'est moi, où c'est est-ce que je vais devenir si j'y arrive pas, merde, si j'y arrive pas, je suis une grosse merde, quoi. Tu vois, ça me bloque énormément et je vois beaucoup de photographes réagir comme ça, le prendre personnellement. Et là où les choses sont plus mathématiques, on le prend moins personnellement, j'ai l'impression. Ouais, oui, peut-être, effectivement. Ouais, parce que quand ta campagne fonctionnait pas, est-ce que tu le prenais personnellement? Alors, je pense toujours un petit peu quand même. Oui. Un petit peu quand même. Mais je remettais pas tout en question sur mes photos ou quoi. C'était, ok, bon, action, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Ok. C'est vraiment un truc sur lequel on perd énormément d'énergie, énormément de temps, parce qu'on s'implique trop personnellement dans des choses où quand on nous dit non, on nous dit non à nous. Non, on nous dit non à notre boulot. Et encore, peut-être aussi parce qu'on a mal engagé les choses, quoi. Et c'est assez compliqué à vivre, quoi. Ouais. Après, je pense, juste pour finir là-dessus, je suis assez pragmatique et du coup je pense avoir conscience que le non fait partie de la vie aussi et que c'est normal qu'on plaise pas tout le monde, que machin, et du coup moi je veux juste attirer un certain nombre de personnes et puis donc je sais qu'elles existent, il faut juste mettre la flèche au bon endroit et puis voilà. Donc moi voilà, si ça me dérange pas que certaines personnes n'aiment pas ce que je fais ou quoi. Bon, c'est sûr que si on me le dit en face, bon, ça me fera toujours quelque chose, mais je suis conscient que ça existe et que ça fait partie de la vie. C'était encore dans ce que j'écoutais hier de Antoine de Maximi, il disait, quand il a présenté le projet, il en avait déjà tourné 4, et en gros, il y avait plein de gens qui disaient « j'adore », mais non. Et en gros, il a été voir TF1, France 2, France 3, France 5, le M6, enfin tout ça, tout le monde a dit non, jusqu'à ce que Canal+ dise oui pour une saison, et puis après il est passé chez France 5. Et maintenant, en fait, c'est vrai que c'est quand même rare les gens qui aiment pas. J'irai dormir chez vous, quoi, ou qui n'aiment vraiment pas, quoi. C'est tout le monde aime à peu près ça, quoi. Et il racontait que autant des gens de la haute classe que de la plus basse classe, enfin c'est autant des gens riches que des gens pauvres, autant des gens de droite que de gauche et tout le monde en fait aime bien en fait cette émission-là. Tous ceux qui ont un petit esprit aventureux, quoi. Et en fait il faut pas hésiter à y aller. Après, il faut pas non plus prendre ces exemples comme il faut que je m'obstine, parce que des fois on a juste tort et notre projet n'est pas bon. C'est là où c'est compliqué, c'est quand tu as quelque chose à réussir, c'est toujours facile de dire il a réussi, regardez, il s'est obstiné, ou elle s'est obstinée. L'exemple de Harry Potter, de combien de fois elle a présenté le livre et que ça a pas, et que les gens ont dit non, et que maintenant c'est un des plus gros succès de tous les temps. Ouais, mais c'est un exemple. Il y a tellement qui ont essayé et que ça n'a jamais réussi, quoi. Je voulais partir sur un truc que tu as développé, qui était le côté étranger. C'est-à-dire d'avoir une clientèle étrangère. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'était une volonté de ta part? Est-ce que ça a été de l'opportunisme, dans le sens où il y en a qui sont arrivés, tu dis hop, ça peut être cool? Comment tu choisis cette branche-là? C'était une volonté de ma part,
parce que ayant beaucoup voyagé jusqu'à il y a 2 ans, ça m'a fait rencontrer pas mal de monde, de culture et tout ça. Et ouais, je me suis dit que la France, en plus étant et Paris, sa région étant assez connue dans le monde, il y a pas mal d'étrangers qui viennent en France pour se marier. Donc il y a eu, on va dire, une réflexion personnelle sur la volonté de rencontrer d'autres personnes, découvrir des différents types de mariages, histoire de changer un petit peu aussi. Une autre réflexion un peu plus business sur la partie, en tout cas que j'avais à l'époque. Tiens, les étrangers qui viennent se marier en France, ils doivent avoir de l'argent, donc peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, c'est pas forcément tout le temps vrai, mais donc voilà, c'est parti comme ça. Et ouais, c'est pour ça que j'ai une partie de mon site traduit en anglais et que j'ai une campagne Google Ads spécifique anglais et que je me suis inscrit à WPGA. Ok. Tu vises quel type de pays? Anglo-saxon, pays anglo-saxon, États-Unis, Canada, Royaume-Uni. Ce sont des couples mixtes ou français? Ce que j'ai eu, voilà, c'est ça. Cette année, j'ai eu un couple de vraiment 100% américains qui sont venus à Paris. Tous les autres que j'ai eus avaient un lien avec la France. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, la mariée est née en France, mais elle vit en Angleterre. Et sa mère, donc qui est française, est retournée vivre en France. Du coup, ils ont fait le mariage là. Notre couple canadien et hollandais, je crois que c'est pareil, c'est la mère aussi qui est d'origine française. Et du coup, ils ont fait ça en France. Donc, oui, la plupart ont quand même un lien avec la France, sauf eux, les Américains. Et l'année prochaine, j'ai un couple de Norvégiens qui viennent se marier en France et qui m'ont pris. Et ils t'ont trouvé via le SIA? Alors, eux, je sais plus, ça doit être un mix entre SIA et WPGA. Avant de partir sur le côté récompense de WPGA, donc cette stratégie-là, déjà, tu as eu une stratégie qui est de traduire ton site. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as fait? Est-ce que toi, tu es parfaitement bilingue et tu l'as fait toi-même? Comment ça se fait? Je l'ai fait moi-même. Je suis pas parfaitement bilingue, mais je me débrouille pas trop mal. Donc je l'ai fait moi-même. Il y a sûrement des fautes, mais bon, c'est pas grave. Hein. À partir du moment où ils comprennent, ils savent que je suis français, donc c'est pas grave. Hein. Ça fait partie c'est le charme à la française. Exactement. Exactement. Et non, ouais, j'ai fait moi-même effectivement. Et par contre, je me suis rendu compte. Non, c'est une question qu'il faut que je me pose justement quand je vais refaire mon site, c'est que là, j'ai juste traduit les idées que j'avais en français. Est-ce que j'applique la même trame ou pas pour cette clientèle-là? Ils sont peut-être pas sensibles aux mêmes choses. Voilà, j'ai pas encore analysé le truc, j'ai pas encore réfléchi là-dessus. Donc est-ce que tu as écouté le podcast avec David Z? Oui, mais j'ai écouté en bossant, donc je n'ai pas forcément tout retenu. Mais... Parce que lui, il bosse sur pas mal de pays, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des sites différents. Oui, au lieu de faire exactement traduire le site, en fait, il a une approche qui est tout à fait cohérente, puisque il se dit, mon client cible est différent, donc je fais un site qui est différent. Et tu as utilisé quoi? C'est d'un point de vue juste technique, comment tu as fait pour traduire ton site? Plugin, je crois de mémoire, c'est Polylang sur WordPress. Ok. Simple, de mémoire. Et en fait, la même page peut être avec juste le petit FR ou le petit EN au début. La même page peut être en anglais et en français. En anglais, ou en allemand, si on veut. D'un point de vue SEO, ça crée pas des soucis? C'est pas exactement la même URL, tu me diras. Non, ouais, c'est ça. Justement, j'avais fait un petit travail avec Greg. Grégory Verdier. Avec Grégory Verdier, que vous avez déjà entendu sur ce podcast. Il a bien vérifié ce côté-là. Il m'a dit donc c'était bien parce qu'il y avait bien le FR quand il fallait, le EN quand il fallait. Donc, de ce point de vue-là, et justement, c'est un acte qu'il faut que je travaille, qui me semble plus accessible que le photographe mariage Paris, par exemple, en SEO, qui est le Wedding Photographer Paris, qui me semble a priori plus accessible en SEO. Donc ça, faut que je le travaille.
Oui, c'est sûr que logiquement, il y a moins de gens qui vont se placer sur le terme en anglais que sur le terme en français. Pour avoir ces couples étrangers, donc anglo-saxons, tu t'es dit, tu t'es fait quoi comme roadmap en bon ingénieur que tu es Alors justement, ça c'est la contradiction, c'est que pour le coup, j'y suis allé à l'arrache. J'ai pour le coup, voilà, c'est autant sur la base, effectivement, je m'étais fait une roadmap, c'est le bon terme. Autant pour le côté anglais, c'est un mélange de ok, j'ai envie d'y aller, je le fais, et puis on verra. Ok. Mais il y a quand même un bout de stratégie, puisque t'as... Oui, enfin, quand je dis à l'arrache, effectivement, je dis, ok, je vais mettre une petite campagne. Cette campagne a moins de budget que la campagne française, hein, WPGA, etc. Mais voilà, je me suis pas forcément donné de deadline ou de même de chiffres à atteindre en nombre de mariages. Là, sur les 26 de cette année, je crois que je dois en avoir 4 d'étrangers. Ce qui n'est pas énorme non plus. Ouais. Donc, SIA, donc campagne Google Ads, traduire ton site en anglais. Ouais. Et donc WPGA. Donc la WPGA, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux juste en parler? Alors je suis pas un expert des concours. Je connais pas tout mais en gros c'est une association de photojournalistes de mariage qui fait notamment un concours de photojournalisme de mariage, comme son nom l'indique. Qui est basé vraiment sur la partie moment. Vraiment, c'est vraiment le moment qui est mis en avant. Et si je dis pas de bêtises, les membres du jury ne viennent pas du monde du mariage, ils sont issus du photojournalisme. Ok. Et pourquoi tu t'es dit que ça pouvait être intéressant pour le côté étranger? Tout bêtement, parce que quand j'ai tapé Wedding Photographer Paris dans Google, il y avait la page de WPGA en première page, avec, quand tu cliques dessus, t'as la page avec les photographes qui sont basés sur Paris, tout simplement. Ok. Donc j'ai dit, ok, première page, tac, go. Donc plutôt la WPGA que Fearless ou d'autres sites comme ça, quoi. Oui. Alors, parce que ça me paraissait plus accessible au moment où je me suis inscrit aussi. Fearless, je sais même plus si j'avais vu en première page. Enfin, il y est probablement, mais puis ça me plaisait bien aussi le côté moment, truc tout bête. Hein, le tarif est plutôt raisonnable aussi. Ouais, c'est de l'ordre de combien? 100 et quelques, 100, je sais plus, entre 100 et 150, je vais pas dire de bêtises, par an. Ok. Par rapport à un annuaire, par exemple, il y a pas photo. Ouais. C'est vrai que moi, je comprends pas trop sur Fearless. J'ai pas renouvelé du tout d'inscription sur Fearless et je continue quand même. Enfin, ça a l'air d'être passé en gratuit, Fearless, en ce moment, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas encore creusé ce... Ou alors je suis passé au travers des mailles, mais je sais pas. Et donc, du coup, là, je vois que donc, WPGA, t'as fait ça en 2021? J'ai dû commencer en 2020, mais sans trop toucher à la partie concours. Vraiment, c'était l'avant, quoi. 2020, j'ai commencé et je me suis vraiment mis 2021. Je me suis un peu pris au jeu, c'est vrai, du côté. Pour moi, c'est pas à la base, c'était pas primordial la partie concours. J'ai vu que j'avais commencé à avoir quelques awards, je trouve ça rigolo, et puis effectivement depuis 2021 je m'y mets un peu plus sérieusement, et je vois que quand même ça m'aide à aller chercher des trucs quand même en mariage. Ça t'aide à aller chercher, tu veux dire avoir des clients ou aller chercher des photos? Non, aller chercher des photos. Ouais. Ok. Alors, ça m'aide aussi sur la partie client, c'est pas au même niveau que Google Ads, mais j'ai quand même quelques contacts et quelques clients par ce biais-là. Mais oui, sur la partie photo, je sens que ça me pousse. Par exemple, est-ce que tu as des exemples Ouais, une photo qui a été récompensée de préparatif du marié qui est torse nu dans une chambre d'hôtel. Je connais l'histoire, donc forcément elle me parle un peu. Avec du bordel sur le lit et lui qui est au second plan, torse nu avec une serviette sur les cheveux, en train de boire bord de l'eau et avec son pantalon de costume. En fait, c'était un moment avant assez speed. En plus, ça collait bien avec l'hôtel qui est à la Défense, tout ça. Et d'un coup, il se retrouve tout seul. Et je sais même plus si je lui parle ou s'il le fait de lui-même. Et d'un coup, il se pose et paf, il retombe. Et alors, quand je dis que ça me pousse, c'est que je me dis pas à ce moment-là, tiens, je vais faire la photo parce que ça me permet de gagner un truc, mais c'est, je pense, à force aussi de voir certaines photos, certains moments, ça m'a peut-être poussé à
à me placer d'une certaine manière, à me dire ok là volontairement il y a le bordel sur le lit, je vais le laisser et avoir lui derrière. Et ouais, j'aime beaucoup cette photo. Je sais pas si c'est parce que c'est très subjectif aussi parce que j'ai vécu ce moment-là et c'était assez, je trouvais ça assez, j'aime bien ressentir les instants aussi et j'ai trouvé ça assez fort parce que s'il y avait assez d'euphorie avant et d'un coup il se relâche et il n'aurait pas fait ça de cette manière-là aussi si on n'avait pas cette relation tous les deux. Alors c'est forcément il se retrouve tout seul avec un photographe on s'est vu 2 fois, on se connaît pas non plus des masses et il se met torse nu, enfin être pris en photo torse nu avec des cheveux sur la tête. Typiquement quand j'ai pris cette photo-là, c'est une des rares fois où je me dis ok cette photo je sens qu'elle va être bien. Qu'elle va être bien pour l'envoyer en concours ou qu'elle va juste être bien? Qu'elle va être bien. Et après, dans un coin de ma tête, oui, je pense aussi concours. Maintenant, okay. c'est très récent ce côté-là. Je dis, celle-là, je sais que ça peut marcher. Okay. Mais avant tout, ça va être un bon moment. Donc là, tu te dis dans ce qu'on appelle le wedding game. Non, j'aime pas. Enfin, je suis quelqu'un d'assez discret, donc j'aime pas trop. À la base, j'aime pas trop. Me mettre en avant ou me montrer tout court. Bon après parfois il le faut peut-être donc c'est pour ça que ça ne sera pas diffusé sur YouTube mais bien qu'un podcast comme ça on te montre pas du tout. D'ailleurs c'est pas ma tête en fait, j'ai mis un masque. Non, puis je voulais surtout dire le côté est-ce que maintenant c'est un jeu pour toi d'avoir beaucoup de wards ouais. Oui, c'était plus ça. Oui, pardon. Oui, un jeu, oui, c'est un jeu. Je trouve ça très ludique, effectivement. Okay. C'est pas forcément pour être connu, comme je disais, mais ouais, je trouve ça assez ludique de dire ok. Ce que j'aime bien sur ton site, tu mets j'ai eu la chance de finir à la 17e place mondiale pour la saison 2021. Cela ne veut pas dire que je suis le 17e meilleur photographe du monde. Le plus important étant que je sois le meilleur photographe pour vous et votre mariage. Tout à fait. Bah, c'est le plus important et c'est pour ça que je suis pas, je suis sur des groupes Facebook et tout ça, que je suis de loin. Et parfois il y a des débats, des trucs où voilà, c'est bien parfois de débattre aussi sur des trucs, c'est parfois comme ça qu'on peut avancer, mais si on fait de manière intelligente et constructive, et parfois ça part un peu en bataille d'ego et du coup voilà, donc le plus important c'est ça, c'est d'être le meilleur pour nos mariés. Alors forcément c'est nos mariés, donc si on fait du bon boulot ils vont nous trouver les meilleurs, c'est sûr. Donc après, il faut trouver un autre moyen de continuer à s'améliorer, parce qu'il ne faut pas non plus se reposer sur nos lauriers. Mais pourquoi je dis ça? Non, on dérive totalement, mais c'est un bon sujet. Je pense qu'on va pas l'aborder vraiment aujourd'hui, mais oui, c'est ça le côté. Sujet, et puis, oui, c'est toi qui le dis souvent. Classer un tel parmi ceux qui ont participé. Donc il y a ça aussi, c'est sûr. Oui, puis 17e mondial, ça veut dire quoi au final? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et 17e de ce concours, quoi. Et puis je connais mes forces, je connais mes faiblesses aussi en photo. Je sais que j'arrive à avoir des super moments, ça, je suis conscient, mais je sais que parfois je peux manquer aussi de consistance sur un reportage. Donc non, ça veut rien dire. Donc pour toi, en fait, ça c'est moi qui parle, mais on va encore me reprocher de ce genre de choses. Mais attendez, je vous dirais, j'ai relancé le dernier Fearless, j'ai quand même envoyé des photos. Ah. Quand même. Attention, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Il y a un moment, j'ai reçu un mail, j'ai fait, allez, on verra. Et mais en même temps, oui, je me suis dit surtout, je vais être honnête là-dessus, je me suis surtout dit, pour l'instant, j'ai un Fearless Award. Je me suis dit, allez, ce serait quand même pas mal de remplir la page, mais pas pour mon ego, vraiment juste pour le côté business. En fait, c'est vraiment qu'une histoire de business, c'est une histoire de. Parce que je pense qu'à un moment, c'est bon, quand on en a plein, c'est bon, c'est fini. Quoi. À un moment, j'étais même très ironique et je disais, il suffisait d'en avoir 2, 3, 4, un dans chaque. En plus, ils les offrent assez facilement, généralement, quand c'est les premiers, et pour te faire revenir. Et il repayer. Du coup, tu pourrais, dès que tu en as 3-4, tu peux dire un multi-award winning photographer. le petit badge sur le site qui va bien. Exactement. C'est ça que j'avais oublié de parler de ça, effectivement, le petit badge, le petit truc. Par rapport aux étrangers, il y a le côté donc référencement, parce que c'est en première page de Winning Photographer Paris. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais parfois on dit que la clientèle étrangère peut être plus sensible à ce genre de choses.
Donc il y avait aussi ce paramètre-là, effectivement. J'ai oublié de... De ce que j'ai pu entendre, oui. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre par ceux qui font beaucoup de awards et tout ça. Après, c'est compliqué parce que comme ils font beaucoup de awards, c'est aussi beaucoup de gens qui vont les appeler comme ça. Donc, pour terminer là-dessus, en effet, par rapport à des photographes qui bossent avec des étrangers, avec une clientèle étrangère, en effet, il y a ce côté où les awards sont importants. Mais est-ce que c'est parce qu'ils travaillent avec des étrangers pour qui sont importants les awards, ou est-ce que le lien de causalité il est là ou pas, quoi. Donc c'est difficile à dire. Mais en tout cas, oui, dans une stratégie, c'est plutôt bien pensé. Et il y a toujours une question que je pose, pour préparer le podcast, il y a une question que je pose à mes invités qui est: est-ce que il y a un sujet dont tu aimerais parler, et donc tu as mis toi un sujet qui est de parler donc de son bien-être à soi, de savoir prendre un petit peu de temps pour soi et même se récompenser. Est-ce que en quoi c'est important? Et déjà, est-ce que c'est quoi exactement dans ta tête et en quoi c'est important? Alors, c'est quoi dans ma tête? C'est quoi dans ta tête? Je regarde dans ma tête, là, j'essaie de chercher. Étant été salarié pendant pas mal d'années avant, on dit souvent qu'il faut un équilibre entre le pro et le perso. Quand on est à son compte, parfois c'est difficile de trouver l'équilibre, d'autant plus nous, on bosse beaucoup à la maison, etc. Pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est que l'année dernière, qui était, on va dire, ma première grosse saison, avec 20 mariages, j'ai pas fait de burn-out ou quoi, mais j'ai senti un moment que j'étais au bord de quelque chose. Beaucoup de fatigue. Je pensais de la fatigue, effectivement, que ce soit physique ou mentale. Ah non, j'ai cru que t'avais fait encore sur ça. Beaucoup de fatigue physique ou mentale. Et mentale, pardon. Et un gros stress de ne pas rendre les galeries à temps. Je me suis pas rendu compte sur le moment que j'étais dans cet état-là. Et que je me suis rendu compte après coup en discutant avec ma femme, justement. Et je me suis dit, non, cette année, t'en as plus, faut que tu fasses gaffe. Alors déjà, ce premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé contractuellement les délais. Okay. Je mets 6 semaines, même si dans les faits, en début de saison, je les rends sous 2 semaines, en milieu sous 3 et en fin de saison, ce sera sûrement 4. Mais au moins contractuellement, je me laisse un peu plus de marge. C'était combien avant? 4 semaines, mais je me fixais 2 semaines dans ma tête. Okay. Et je voulais vraiment tenir les 2 semaines. Je me disais au max 3 semaines, mais je voulais pas. C'est pas force pour ce qui était dit à l'époque, mais voilà. Donc je me suis déjà mis un peu plus de gras là-dessus. Et je me suis remis plutôt au sport parce que fatigue effectivement physique. j'ai des cuisses de crevettes, donc je fais beaucoup de squats pendant un mariage, forcément. Donc le lendemain, t'as bien les courbatures. Exactement. Parfois douleur aux épaules, aux articulations, tout ça. Et voilà, je voulais pas revivre ça, pardon. Donc je me suis remis au sport en fin de saison dernière, en gros pendant tout l'hiver et le printemps. Et je me suis dit, tu as plus de mariages, des gros coups de bourre, hein, c'est sûr, mais c'est quand même important de prendre des moments pour soi. Ça peut être pas long, hein, une demi-journée, 1 heure à faire autre chose, à sortir, à regarder un film, à couper un peu. Parfois quand on est trop dedans, au final, ça devient contre-productif et on n'est plus du tout efficace. Et on va, au final, si on garde le temps complet, on passera peut-être moins de temps que si on avait pris 2 heures pour faire autre chose et ensuite enchaîner derrière avec un esprit plus frais et bien, en fait, dans sa tête. Et sur la partie physique, clairement, là, j'ai une petite fatigue. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure avant le podcast, c'est que j'ai enchaîné 2 mariages, mariage vendredi, un mariage samedi et le brunch dimanche, et là on est lundi. J'ai une petite fatigue, je vais pas mentir, hein, un peu physique, mais voilà, je suis bien. Et l'année dernière, j'aurais pas pu faire ça. Ok, sur le côté physique, c'est assez facile parce que tu le ressens. Enfin, c'est pareil, tu vois, pareil que toi, je me suis aussi remis au sport pas mal depuis février pour aussi me recaler sur la saison. Et puis c'est important aussi de tenir le sport, de faire du cardio et tout ça, parce qu'on a quand même un métier qui est assez physique. Hein. Une bonne journée, c'est une bonne journée quand même de travail.
et on bouge, et intellectuel aussi. Comment tu sens le côté fatigue mentale, fatigue intellectuelle? Est-ce que tu t'es mis des points de repère, c'est quand je suis devant mon ordi et que je commence, par exemple, je commence un traitement et que je commence à partir ailleurs et que j'ouvre une page internet et que je commence à regarder autre chose. Ça, c'est signe, ok, t'es plus concentré à ce que tu fais, à la limite, ouvre ta page internet, fais ton truc, regarde où tu vas passer tes vacances, ou regarde ce que tu veux, regarde une série, ou va prendre l'air, coupe, fais-toi une pause et puis reviens après. Et t'arrives à ne pas culpabiliser de faire ça? Maintenant, ouais. Okay. L'année dernière, non. C'est pour ça que j'avais mal vécu l'année dernière, c'est que je voulais vraiment, vraiment le faire. Et maintenant, ouais. Parce que je sais que, avec la relation que j'ai liée avec les mariés, si j'ai 2-3 jours de retard, si je les préviens, évidemment, la communication là-dessus est importante. Si je sens que je vais avoir du retard, j'envoie un petit message, voilà, pour telle et telle raison, je vais peut-être avoir 2-3 jours de retard, désolé. Je sais qu'ils comprendront tout à fait. Là-dessus, c'est marrant, c'est le premier mariage de ma saison où j'ai eu du retard. Ouais. Après, c'était aussi un peu différent parce que je partais une semaine à l'étranger, juste après le mariage. Enfin, il y avait plusieurs trucs qui ont fait que j'ai pas pu, pendant ce voyage, trier les photos parce que j'ai fait oublier mon disque dur. Tu sais, là-bas, je veux commencer à bosser, je fais « Ah putain, mon disque dur est resté sur mon bureau. » Dommage. Et donc, quand je suis rentré, c'est vrai que j'aurais pu speeder et me rendre une semaine tout finir. Mais il y a d'autres choses évidemment à faire, mais j'ai préféré envoyer un message à mes mariés, leur dire je vais avoir une semaine de retard. Puis j'ai eu un mail très gentil derrière me disant t'inquiète, on se doutait que. Et du fait que tu partais, tout ça et tout, on se doutait que. Et c'est vrai, quand on a une bonne communication avec eux, il n'y a pas de souci. C'est quand on a une mauvaise communication avec eux que ça peut. C'est ça, exactement. Et d'un point de vue juste, du coup aussi de couple, comment tu fais parce que t'es parti tous les week-ends là quasiment. Ouais, quasiment. Elle travaille la semaine. Elle travaille la semaine. Alors ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on n'a pas fait cette année par contre, parce que je suis basé en Île-de-France, mais je fais quand même quelques mariages ailleurs, en Bourgogne, ailleurs en France. Et l'année dernière, ce qu'on avait fait sur les quelques week-ends où je partais, elle partait avec moi. Et du coup, on partait la veille, on passait un bout du vendredi ensemble. Le samedi, elle faisait sa vie dans le coin. Et puis dimanche, sur leur chemin du retour, on se baladait un peu tous les deux. On a moins fait cette année parce qu'elle a changé de boulot. Donc moins évident pour partir les vendredis. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose de très important, l'équilibre global, personnel, un couple ou autre chose, mais en l'occurrence, là, pour le couple. J'essaye de pas bosser le soir. D'accord. Si jamais je sens que j'en ai besoin, je le fais, mais par contre je le fais sur mon portable et puis on passe la soirée ensemble sur le canapé à discuter ou à regarder la télé, un truc ensemble. Par contre, même si on va pas forcément parler de trucs hyper sérieux ou regarder un truc, je vais pas forcément être concentré si on regarde un film ou une série à fond. Mais au moins, voilà, on est à côté, on est ensemble, et puis je fais mon petit truc à côté, on peut échanger quand même quelques trucs, mais au moins on est ensemble. Je suis pas enfermé dans mon bureau, et puis voilà. Donc ça, a priori, ça a l'air d'aller. Après, c'est que ta deuxième vraie saison, quoi. Donc voilà, on verra. C'est sûr que au bout de je sais pas, j'ai une bêtise 10 ans comme ça. Alors l'objectif, c'est aussi arriver à augmenter suffisamment les prix pour en faire un peu moins quand même. On va dire que oui, sur les premières saisons, ça va. Ouais. Et puis on n'a pas encore d'enfants aussi. Il y avait un truc sur lequel je voulais juste, et on peut passer rapidement, c'est j'ai vu sur ton site que tu avais un onglet vidéo. Et j'ai été extrêmement surpris de lire que tu pouvais rendre les photos et rendre une vidéo également. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette abomination? C'est très très particulier. Je le mets sur le site. Étant seul, je ne peux pas faire les deux de manière complète. Je privilégie la photo. Je photographe avant tout. J'aime beaucoup la vidéo. Je veux me lancer là-dedans. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast avec Mathias et je vais faire sa formation en janvier. Okay. Kick-Ass. Non, la version débutante. Je suis pas encore prêt pour le Kick-Ass. Et du coup, ce que je fais, c'est juste un complément. C'est vraiment bien discuté en amont. C'est
il n'y a pas forcément de notion de storytelling. Alors, j'annonce un truc et j'ai tendance à aller un petit peu plus loin que ce que je dis, mais je ne garantis pas d'avoir les moments dits clés du mariage, parce que forcément, une remise d'alliance, c'est compliqué d'avoir les deux, hein, ça peut aller très vite. Même si dans les faits, parfois, ce que je fais, c'est que je mets le boîtier droit en photo, le boîtier gauche en vidéo, j'ai les deux comme ça. Okay. Je cadre pour la photo et puis la vidéo, on voit ce que ça donne un peu à lever, voilà. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, pendant des moments un peu plus calmes, type préparatif, cocktail, c'est pas calme, mais c'est un moment où on a un peu plus le temps, la soirée, la danse. Bah là, c'est des moments où je peux doubler. Parce que j'ai des bêtises, hein, les coups de pinceau de la maquilleuse, pas besoin d'avoir 12 milliards de photos de ça. Donc là, par exemple, on peut avoir un peu de photos et un petit peu de vidéos. Mais c'est vraiment destiné à des gens qui veulent qui veulent pas une histoire en vidéo, qui veulent juste des petits souvenirs. Faut vraiment voir ça comme un complément plus dynamique à la galerie, au reportage photo, et pas comme un film de mariage. Attention, je suis très clair là-dessus et je leur dis bien, si vous voulez quelque chose de plus travaillé, avec une vraie histoire, et vous êtes sûr d'avoir des choses, prenez un vrai vidéaste. Je veux pas m'engager sur quelque chose que je peux pas faire. Ça, c'est une presta que tu vends combien? À l'heure actuelle, c'est 1 200 € en plus. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est cohérent? Alors, c'est du boulot en plus, hein, c'est sûr, mais c'est quand même moins de boulot que si je faisais une vraie vidéo avec une vraie recherche. Voilà, c'est très clippé, hein, ce que je fais. Voilà. Oui, c'est un teaser de 3 minutes, quoi. Ouais, 3-4 minutes, c'est même pas forcément un teaser, parce que quand tu regardes les teasers de, entre guillemets, vrais vidéastes, c'est pas du tout à ce niveau-là, hein, attention, c'est un petit souvenir sympathique. C'est ce que j'annonce, en tout cas. Après, si j'ai l'occasion d'aller un peu plus loin, parce que je prends quand même le son, s'il y a des discours sympas, je les intègre et tout ça, donc si je peux aller un peu plus loin dans le storytelling et dans la partie entre ce qu'on va dire artistique, j'y vais, voilà. Mais je ne garantis pas d'aller à ce niveau-là. Et tu t'as pas de mal quand tu l'as fait sur combien de mariages déjà? Je l'ai fait sur 4 ou 5. Ok. Et ça t'est jamais arrivé de te dire merde, là je suis en train de filmer et en fait il a fallu que je fasse une photo, quoi? Je crois pas. Plus l'inverse, en me disant j'ai la photo, ça aurait été sympa de l'avoir en vidéo. Mais bon, après je me dis c'est moins grave, hein, moi j'ai la photo. Enfin, il y a rien qui m'a marqué en tout cas. C'est peut-être le cas, il y a peut-être effectivement des moments qui auraient pu être très très sympas, que j'ai peut-être pris en vidéo, mais que du coup j'ai pas pris en photo. Mais sur le moment, ça m'a pas marqué. Et dans ta tête, le fait de faire les deux, t'arrives à être totalement efficace, alors, plus côté photo, puisque ce que tu dis, hein, c'est le côté photo qui prime sur le côté vidéo. Est-ce que tu arrives à être quand même, pas à 100%, mais au moins quasiment à 95% dans le fait de faire tes photos et d'aller choper le bon cadre, sachant que tu penses aussi à dire, tiens, en fait, il y a peut-être la vidéo qu'il faut que je fasse? J'espère. J'ai l'impression... C'est sûr qu'il y a une légère dégradation. C'est un peu fort comme terme, mais il y a une petite part, c'est sûr, du cerveau qui est pris par le côté attention, il faut peut-être que je fasse un petit rush vidéo de temps en temps. Mais c'est pour ça que je parle beaucoup de ressenti, je fonctionne beaucoup au ressenti, c'est pour ça que j'écoute beaucoup ce qui se passe pendant les cérémonies, les discours, même le cocktail, hein, quand ils racontent des blagues, ou ce genre de trucs. Du coup, quand je ressens qu'il y a un moment fort qui va arriver, je me dis ok, là je passe en mode photo, enfin je suis en photo. Après oui, il y a des moments qu'on maîtrise pas et si je suis pas une bêtise, je sais pas, quelqu'un qui trébuche devant moi ou qui fait tomber je sais pas le bouquet devant moi, là par réflexe, de toute façon, je vais prendre je vais prendre la photo par réflexe. Pas un jeu de mots, réflexe, tout ça. J'ai pas voulu la relever, si tu vois ce que je veux dire. Ok, parce que en fait, c'est vrai que quand je disais abomination tout à l'heure, c'était un peu pour te faire chier, mais oui, j'ai bien compris. Et c'est vrai que faire les deux, pour moi, est quelque chose de très compliqué et surtout très casse-gueule. C'est faisable, mais c'est très très casse-gueule parce que c'est sûr que quand je suis sur ces mariages-là, je suis un peu plus tendu que d'habitude. Je suis encore plus concentré que d'habitude. Eh bien, on va pouvoir passer aux questions de fin. Donc, première question de fin. Quel est parce c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé matos. Quel est ton objectif
favori dans ce que tu utilises? En termes de rendu esthétique, je dirais 50 mm. Ok. Alors juste pour savoir, quelle marque, t'es sur quoi, comment ça se passe? Donc je suis sur Sony, ne me siffle pas s'il te plaît. Alors je suis pas fanboy ou quoi. Je suis arrivé justement parce qu'à l'époque je cherchais un boîtier qui fait un peu photo vidéo et à l'époque c'était bien. Ça a été maintenant. Les gens maintenant c'est par contre j'aime beaucoup Fujifilm. À la base je suis plus Fujifilm sur le côté rapport au boîtier, je suis plus Fujifilm. Donc pour le perso, j'ai un Fujifilm. Donc 50 mm, un 4 Zeiss, qui a un très beau rendu, je trouve, en termes vraiment de rendu esthétique. Par contre, sur la partie focale, pour comment dire, raconter l'histoire, ça aurait été il y a un mois, je t'aurais dit le 24 mm. Ouais. Et là, depuis un mois, je teste le 16-35 et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, ça veut dire que tu zoomes pendant le mariage, enfin tu utilises le 16 et le 35. Ouais, c'est quelque chose qui m'a fait bizarre au début parce que j'ai pas l'habitude, mais sur cette plage focale là, ça me va au final. Ok. Tu utilises que le 16 et que le 35 ou vraiment la plage 16-35? Ouais, on va dire 16, 24, 35 je pense. Ok. Quel a été ton moment favori, le moment que tu as le plus aimé sur tous tes mariages? En fait c'est le moment dont on a parlé tout à l'heure sur la piste de danse où je me suis pété le dos. Je me suis pété le dos, c'était trop bien. Voilà, je suis un petit peu, pas grand chose, mais ouais, c'était ce moment-là. Ok. Bon, tu vas du coup pas je réfléchis, non, là, tout de suite j'ai rien d'autre qui me vient. Et alors du coup, quelle est ta photo préférée parmi toutes celles que tu as pu faire? Si tu me dis celle du mec dans les préparatifs, je te dis putain. C'est un peu ça, je pense. C'est parce que voilà, c'est pas forcément la plus belle esthétiquement, hein, mais elle me touche. Ok. Bon, et le moment le plus compliqué que tu as pu vivre? D'un point de vue technique. C'était un mariage l'année dernière. Repas en extérieur. Début de repas, il faisait encore jour. Et par contre, j'ai pas vu, mais ça j'ai pas anticipé. Ça c'est de ma faute. J'ai pas forcément prévu de lumière ou quoi. J'avais pas de flash déporté à ce moment-là. J'avais que mon flash. J'avais qu'un seul flash, je comprends. Et du coup, discours, tout ça, tout extérieur, hein, forcément. Et c'est pas. Et pas de lumière. Pourtant, je suis pas. Le bruit ne me dérange pas trop. Voilà, c'était pas. Parce que les mariés étaient très contents, hein, mais bon, c'est pas. Ah. Et du coup, ouais, j'ai un peu galéré. Ok. Et dernière question, quel est ton objectif dans 5 ans, donc ton objectif d'entreprise? Réduire le budget ici. Hein. Juste pour savoir quel est en gros ton budget annuel en SIA actuellement? Alors, je suis 5 € par jour sur ma campagne française, 3 € par jour sur ma campagne anglophone. Okay. 8 € par jour x 365. Donc, 8 x 3, 24, donc en gros 2500 balles. Ouais, pour ce mot. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais qu'il y a un mariage dans l'année qui paye les autres. Voilà. Okay. Ça, j'en ai fait 26 et pas 25. Donc réduire. Donc ça, mettre un peu plus de moi. Alors c'est à moitié dans le business, mais un peu quand même mettre un peu plus de moi justement sur la partie sur le site et tout ça. Voilà. Et puis développer d'autres choses que la photo pure. Okay. Donc finalement la partie un peu formation, soit SIA ou autre. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire en lien avec mon ancien boulot. Parce que comme j'ai dit, je l'ai beaucoup aimé et il y a quelques aspects qui me manquent un peu, donc je vais pas dire que je vais refaire le chemin inverse, hein, pas du tout, mais voilà, j'ai des petits trucs en tête de ce côté. Donc tu veux revenir du côté un peu ingénieur, potentiellement faire un peu de consulting de temps en temps sur des petites missions précises. Donc on va dire diversifier un petit peu ce que tu... Exactement, diversifier les activités. Ok. Très bien. Eh bien, merci Louane. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre le plus intensément? Plus intensément dans un bar à Paris, si vous voulez. Lequel? Pas de préférence. Toujours un plaisir de rencontrer des personnes
pour tout dire. Non, me suivre sur mon site luan-ng.com. Oui, une URL un peu bizarre parce que des Luan c'est déjà pris. Et sur Instagram, luan.photographie IE en français. Puis voilà. T'es assez actif sur ton Insta? J'essaye. C'est pas ultra naturel pour moi. J'essaye de poster, de faire des stories. J'ai encore du mal à faire des reels, comme on dit. J'ai pas encore regardé le replay du live de Svetlana. Il faudrait que je regarde. Autre formation qui a été faite par une élève dans la formation Le Grand Saut. Donc actif, on va dire oui, quand même. Donc, de toute façon, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et je te remercie beaucoup, Loan. Restez avec nous. Merci à toi. Merci à nous tous. Allez, on est gentils aujourd'hui. Et restez avec moi puisque j'ai encore des choses à vous dire. Vous savez, c'est le moment des remerciements. Encore un grand merci à toi, Loan, d'avoir pris ce temps avec nous. Et on va se retrouver très bientôt pour un podcast spécial SIA. Et je suis sûr que là, vous qui écoutez en ce moment même ce podcast, vous allez l'attendre assez impatiemment. Avant ça, si vous voulez suivre le travail de Loan, les liens sont dans la description. Normalement, je devais vous faire un appel à l'action pour le mail dont je vous ai parlé au tout début de ce podcast, mais juste là, maintenant, à un moment où sort le podcast avec Loan, donc c'est-à-dire fin septembre, en ce moment même, il y a le lancement de la nouvelle promotion du Grand Saut, la formation qu'a suivi Loan et qui l'a fait arriver là où il est maintenant. Vous aussi, vous pouvez y participer. Vous allez sur le guide du photographe de mariage / le Grand Saut, et puis vous avez toutes les modalités. C'est une formation d'1 an dans laquelle je vais vous suivre, je vais vous aider à devenir photographe de mariage avec une formation vidéo ultra complète, une méthode ultra complète pour passer de votre job actuel que vous n'aimez peut-être plus ou que vous voulez quitter ou que vous voulez faire autre chose à devenir photographe de mariage et vivre confortablement de cette activité, de cette passion même, on peut le dire comme ça. Les liens sont dans la description, vous pouvez cliquer dessus directement, ou sinon c'est le guide du photographe de mariage.fr / le grand saut. Puis si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, il y aura toujours la liste d'attente qui est là, et pour pouvoir être prévenu pour le prochain lancement, je fais 2 lancements par an, et généralement ça tourne vers octobre et vers mars, voilà, généralement, juste pour vous donner une idée, mais si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y réponds toujours. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, ou un mail avec le mail du GPM. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, inscrivez-vous au Grand Saut. Allez, au revoir.